Et normalement, confirmez-moi dans le chat que je suis revenu, que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis de retour? En général, quand on a un crash au début comme ça, on est tranquille pendant 2 heures, donc c'est cool. Hein, c'est reparti? Ok, super. Bon, mauvaise nouvelle, OBS, le logiciel a craché. Bonne nouvelle, en général, quand je crache comme ça au début, c'est bizarre, après on est tranquille 2 heures. Voilà. Je ne touche plus à rien, on est parti. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois que je leur explique le concept très rapidement de la matinée Étienne? Est-ce qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles qu'on les accueille chaleureusement tous ensemble? C'est pas Malo qui a débranché la multiprise aujourd'hui. Alors, des nouveaux, bonjour Note Slick, première fois, peut-être pour Sandrine aussi, première fois, salut. Nouveau pour Jérémia, salut Jérémia, bienvenue. Ok, il y a des nouveaux. Le concept, il est simple, la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble. Voilà, le mot ensemble est très important ici. On échange là-dessus, on en parle ensemble, on parle des journaux, on parle de l'actualité. OBS, c'est bien, oui, mais quand ça crache, c'est fatal. Sionis, Ponis, je confirme. Et puis, on parle de la vie aussi, puisque, merci Redlock, l'actualité, c'est la vie. L'actualité, elle nous touche, elle nous concerne. Elle a des conséquences sur notre quotidien. Bien sûr. Oh, c'est trop mignon. Link Léa, bonjour Samuel. Ici, ça révise les concours de journalisme. Tu me donnes du courage. Ah, ça me fait super plaisir. Le concept, il est super simple. Et puis sinon, on s'amuse au maximum. Il n'y a pas d'horloge? Attendez. Oh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'horloge. Mais heureusement que vous êtes là. Regardez. Je l'avais lancé normalement, l'horloge. Vous êtes super. Voilà. Bon, le son, ça va. L'image, c'est bon. Le petit crash du début, on l'a eu. L'horloge, elle est en cours d'arrivée. Et normalement, vous l'avez, ça veut dire qu'on est pas loin de pouvoir commencer. Elle est pas belle l'horloge? Voilà. Elle est pas belle la vie? Bon, on va y aller. Mais d'abord, on va se dire d'où on est. Mais vous êtes d'où vous? Ah oui, mais j'ai... Hein nous, ici, on est de Paris, bien sûr, un peu obligé. Hein, c'est ici que ça se passe pour mon travail. Et vous? Et je vois du Montélimar, ami du Nougat, bonjour. Le mec hyper réducteur, Montélimar, Lorient. Et je vois du Saint-Dizier, je vois du Toulouse, je vois de la Vendée. Le médecin, ça s'est bien passé, merci. Je vois du Pau, je vois du Brest, du Chambéry, du Dunkerque. Je vois de la Moselle, je vois de l'Alsace, de Strasbourg. Je vois le camp des Loges. Il y a un bon réseau là-bas. Je vois du Jura, je vois Laval. En Mayenne, bah oui, Morbihan, un des plus beaux départements de l'univers selon moi. Bergen en Norvège, c'est cool, c'est un Clamart, Glasgow, Nice, Lyon, Suisse, le Valais, Boulevard Pereire. T'es pas loin, toi. FC Franche-Comté, ça me fait plaisir. Saint-Arnaud-en-Yvelines, Marseille, en vacances à Lézan. Bonnes vacances, mon ami. Belgium, Cambrai, Auxerre, Toulouse, Istanbul, Dunkerque. Ok, cool, Paris 13. Vous êtes trop nombreux. Merci tous d'être là. Bon, on va démarrer. Comment vous dire? C'est le mec qui va déjà casser l'ambiance dès le début. Il y a des matins où on trouve qu'il y a une super actu. En tout cas, il y a une presse qui nous surprend. Il y a pas trop de surprises aujourd'hui. Il n'y a pas des choses. Je ne suis pas tombé de ma chaise en lisant les journaux, mais on va essayer de passer un bon moment quand même. Et puis peut-être que finalement vous allez trouver certaines choses plus intéressantes que moi. Et puis il y a une surprise aussi, c'est qu'à un moment on va voir la presse en région, que je n'ai pas le temps forcément de feuilleter intégralement avant de venir vous voir. Et dans la presse en région, comme je la découvre en même temps que vous, parfois il y a des surprises, parfois il y a des bonnes surprises. Voilà. Que vous dire? Sinon, juste encore un merci pour ceux qui n'étaient pas là au début, pour ceux qui sub et qui soutiennent. Ça fait très très plaisir. Voilà, vous êtes nombreux depuis lundi et ça m'a touché. Allons voir les journaux. Ils sont là à côté, ils sont là. Hop. Voilà. Alors, je les prends. Alors, un petit peu de gymnastique. Merci Savoyard. Alors en semaine, quand je ne suis pas à la maison le week-end, c'est version papier. Je les lis le matin à France Info. Enfin, je les lis pour vous parce que la revue de presse que j'ai sur France Info, c'est 3-4 minutes à chaque fois maximum. Donc autant dire que je lis essentiellement les unes, je donne les grandes tendances. Nous, on est ensemble pour 2 heures en général. Donc je lis les journaux beaucoup plus profondément pour vous. Lire les journaux profondément, je ne sais pas si c'est joli, c'est ce que je viens de dire. Je lis, merci Rob. Je lis les journaux beaucoup plus profondément pour vous, et c'est pour ça que je me lève à 1h45 du matin. Oui, je me lève à 1h45 du matin pour vous, puisque s'il n'y avait que France Info, je me lèverais un peu plus tard. En profondeur, me propose-t-on. Albomplex, ouais, pourquoi pas. Assidûment, c'est mieux, ouais, je crois. Titi 1960. Ouais, quelqu'un d'autre plus attentivement. Oui, vous êtes plusieurs à me proposer ça plus attentivement.
c'est peut-être mieux que profondément, et merci à Angie. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce matin? Posons ça ici, ok. J'ai pas tellement, finalement, de papier, pas tant que ça, sur le premier jour du procès des attentats de novembre 2015. J'en ai pas tant que ça. Hier, quasiment toutes les unes étaient consacrées au début de ce procès, le premier jour. Hier. Mais finalement, il n'y a pas eu d'énormes surprises lors de ce premier jour d'audience. On va rappeler que le procès dure 9 mois. La une du Parisien est consacrée à ce procès avec ce mot-là que vous allez voir notamment dans les journaux en région aussi, provocation. Voilà. Beaucoup, notamment dans les partis civils, bien sûr, ont estimé que les premiers mots de Salah Abdeslam, qui est le seul survivant, on le rappelait, du commando de terroristes qui a frappé Paris et Saint-Denis avec le Stade de France le 13 novembre 2015, bien beaucoup dans les partis civils ont estimé que eh bien, il a été provoquant. Voilà, avec ces mots, je suis un combattant de l'État islamique, hein, ça a été quasiment les premiers mots qu'il a prononcés, et puis le fait qu'il se plaigne de ces conditions de détention, avec ces mots, cela fait 6 ans que je suis traité comme un chien, on viendra sur cet article tout à l'heure, voilà, mais il n'y a finalement pas beaucoup d'articles ce matin là-dessus. Non, ce qui a vraiment... Merci Sharpie. Ce qui a vraiment retenu l'attention de vos quotidiens, des journaux nationaux ce matin, c'est les questions de pouvoir d'achat, les questions d'inflation, de hausse des prix, les questions de salaire. Allez, c'est parti avec la croix. Inflation, la poussée de fièvre. Quelques années déjà, merci Comtois Mortel, quelques années déjà qu'en France on est habitué à une inflation très faible, donc qui ne rogne pas trop le pouvoir d'achat. Bon, du coup, avec des placements, les placements sûrs qui ne rapportent pas beaucoup aussi, mais ça, c'est une autre question. Et l'inflation, elle revient. Alors, est-ce que c'est juste maintenant? Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. On n'est pas loin des 2%, la poussée de fièvre dont parle la Croix, et ce qui relance la question de la défense du pouvoir d'achat. Parce que quand les prix montent, et si les salaires ne montent pas, c'est mathématique, c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Donc, la Croix soulève cette question, et vous allez voir que l'Humanité, Libération, Le Figaro en parlent aussi, mais différemment et avec des analyses différentes. Bonjour le chat, bonjour Samuel, salut Ben, très joli, émote. Un tiers des Français ne s'en sortent pas, ça c'est l'Humanité qui se penche sur une étude du Secours populaire français publiée aujourd'hui, ce jeudi, qui révèle la hausse de la précarité en France. Un tiers des Français ne s'en sortent pas, donc l'Humanité entre les lignes nous dit il y a une urgence, c'est d'augmenter les salaires des Français, notamment les plus bas. C'est exactement l'avis, regardez, bas salaire de Libération, les oubliés de la reprise, parce que Libération constate que la reprise est là, l'exécutif, le gouvernement s'en vante. Salut, on te regarde en cours de SES, me dit Lucas. C'est trop sympa. Le professeur est au courant. Si oui, je le salue. Sinon, soyez discrets, les amis. Salut Lucas, c'est drôle. Les oubliés de la reprise, ce sont les bas salaires. Parce que l'exécutif se vante de la reprise, de résultats économiques spectaculaires, ce sont le mot du gouvernement, mais n'envisage pas de hausse de salaire pour les fameux travailleurs de la deuxième ligne, ceux qui avaient été célébrés pourtant par ce même exécutif pendant le premier confinement. Sur le SMIC, par exemple, on en a parlé hier, il va y avoir a priori juste un rattrapage de l'inflation, de la hausse des prix, mais pas un coup de pouce, et ça, Libération, merci Tévi Marie, salut Marie, beaucoup, et pas le coup de pouce que certains espéraient. Le Figaro, sur la même question, se penche sur le marché du travail, et souligne ce paradoxe, bon, il n'est pas le seul, le premier à le faire. On a une reprise, on a certaines entreprises qui veulent embaucher, notamment dans les secteurs du BTP, de l'hôtellerie-restauration, des services, mais qui ne trouvent pas, qui n'arrivent pas à embaucher. On parle de tension. Donc la reprise fragilisée par ces pénuries de main-d'œuvre. Merci Guil Bâtard, très joli pseudo. Donc la reprise fragilisée, parce qu'évidemment si on veut produire plus, si on veut vendre plus et qu'on ne trouve pas les bras pour le faire, ça ne marche pas. Et vous verrez que le Figaro, sur la question des salaires, sur la question du marché du travail, est très loin de l'analyse d'une presse qui est plus à gauche que je viens d'évoquer, de Libération et de l'Humanité. C'est pas une surprise, mais c'est toujours drôle. Je vous parlerai aussi, on parle pas mal d'économie ce matin. Rachid, c'est le pseudo que je viens de lire. Hein, chacun, voilà, quand ils sont vraiment trop hardcore, je le lis pas, mais là, ça va encore. Tiens, il y a Manon Bou qui cherche un boulot dans la communication sur Rouen, si jamais. Boulot dans la com sur Rouen, si jamais, si vous êtes dans la région, si vous êtes employeur, ou si vous connaissez un plan, n'hésitez pas à m'envoyer un mot en DM sur Twitter. Tiens, et Manon Bou, envoie-moi aussi ton mail si tu veux sur Twitter en DM. Et si quelqu'un me propose
C'est drôle ce que me dit Choret. Et si quelqu'un a quelque chose à me proposer, je ferai suivre, si je peux rendre service. Voilà, le petit message de Manon Bou. Et juste en dessous, je vois le message de Choret79. Alors là, je ne peux rien pour toi, Choret. Bonjour Samuel, juste un petit service à te demander. Est-ce que tu peux dire à Nagui que ses rires sont vraiment pénibles dans ses animations sur France Inter? Alors, je ne croise pas Nagui, souvent. Et si je le croise, je ne vais pas lui dire que ses rires sont pénibles, même si c'est de ta part. Hein. En termes d'ambiance, c'est chaud quand même. Voilà. Bah, mais toutes vos questions sont intéressantes, c'est ça, Kenaz. C'est pour ça que parfois je les lis même pas trop parce que je ne peux pas lire les journaux. Mike Revette, avec le joli petit émote là. Samuel, petite question, t'arrive-t-il parfois d'être impacté moralement par l'actualité? Ah oui et non. Non d'abord, parce que ça fait combien j'ai commencé ouais, ça fait 25 ans que je suis journaliste, donc l'actualité c'est tous les jours, souvent nourri de catastrophes, de drames, de mauvaises nouvelles, etc. Et donc c'est comme un médecin face à la maladie et à la douleur, et je crois qu'il finit par s'habituer. En tout cas, il a besoin de s'habituer et de se protéger, sinon tu pars en dépression très très vite, quoi. Donc tu t'habitues et tu n'es finalement pas tant impacté que ça, tu prends une certaine distance. Je vois que quelqu'un a offert des subs, merci à toi pour le cadeau là que je vois s'afficher. Tu finis par prendre de la distance par rapport à tout ça, et oui quand même, parce que parfois tu baisses ta garde, et parfois sur des drames humains, personnels. Je pense au procès qui est en train de se dérouler et ce qu'ont vécu les familles des victimes du Bataclan, des terrasses de Paris ou du Stade de France. Parfois tu tombes sur des choses qui t'émeuvent très fort. Hier matin, dans la matinale, on recevait, c'était hier matin je crois, le papa d'un jeune homme de 23 ans qui est mort au Bataclan. Ça fait 6 ans. Et à un moment de l'échange, j'ai vu sa lèvre commencer à trembler. J'ai vu que 6 ans après, ce monsieur qui est chercheur, qui parlait très dignement de son fils, on voyait que ce souvenir était toujours très, très vivace, quoi. Et l'émotion littéralement au bord des yeux et des lèvres, quoi. Et là, ça m'a touché. Et heureusement qu'on était à la fin de l'interview, parce que je crois qu'on allait mal finir tous les deux. Voilà, voilà. Mais donc, voilà pour cette petite parenthèse, pardon. Je reviens à la presse. Avec beaucoup d'économies, je vous le disais. Pékin redoute un séisme financier majeur. Alors ça a l'air un petit peu aride comme ça, hein. Souvent je vous le dis, les échos, c'est pas une presse forcément que vous avez envie d'acheter. Les échos, l'actualité économique, des chiffres, ça va être chiant, pas du tout, mais alors les échos c'est passionnant parce que c'est des histoires parfois incroyables, d'entreprises, d'hommes, etc. Là par exemple, Pékin redoute un séisme financier majeur. Qu'est-ce que j'en ai à... Mais si, l'histoire est dingue en fait, c'est une entreprise chinoise spécialisée dans l'immobilier qui est au bord de la faillite. Le problème, c'est que son ardoise, sa dette, elle dépasse vous êtes prêts, les 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Je monte un petit peu le son du micro parce que je vois que c'est un peu faible chez certains. C'est faible chez certains, surtout sur ceux qui m'écoutent sur des téléphones. Voilà. Quelqu'un me faisait la remarque à l'instant. Il est dans les transports publics, merci Despotique. Et du coup, je regarde les retours sur le micro. Voilà, je vais remonter le son du micro. C'est faible. C'est faible, notamment sur les téléphones. Ceux qui m'écoutent sur des ordinateurs, par exemple, ou sur des télés ce matin, c'est comment? Ça va? Ou je monte encore un petit peu? Je peux vous le montrer quand? Hein? Ok, c'est mieux. Ok, c'est mieux? Voilà, bon. Donc, une seule entreprise, 250 milliards d'euros de dette. Alors si elle crache, si elle dépose son bilan, imaginez les conséquences sur l'économie, parce qu'évidemment elle est en lien, c'est une boîte spéciale dans l'immobilier avec plein d'entreprises, il peut y avoir un effet domino. Donc ça n'est pas rien, et les échos nous le racontent très bien. Evergrande, je ne sais pas si je prononce bien, c'est le nom de cette entreprise, on évoquera ça tout à l'heure, je range au fur et à mesure. Dans le Figaro, je reviens au Figaro, il y a aussi un papier dans les échos, un truc sur le Zemmour, Éric Zemmour, le probable, possible. C'est pas possible, c'est quoi ce... Ouais, 250 milliards d'euros d'artichaut. C'est fou, hein, ça me dit quelqu'un là, d'artichaut. Un cœur d'artichaut peut-être, je sais pas. Et c'est fou, quoi. Ouais, une dette de 250 milliards d'euros. Comment une entreprise peut-elle creuser? Merci Spawn. 1138. Comment une entreprise peut-elle arriver à une dette comme ça? On va essayer de comprendre, c'est intéressant. Des articles sur Zemmour aussi, puisque le CSA vient de dire que désormais toutes ces déclarations devront être comptabilisées comme celles d'un homme politique, d'un candidat. Il n'est pas content du tout d'ailleurs, on verra pourquoi. Un petit coup d'œil à l'équipe.
Hier, l'équipe se réjouissait de la victoire des Bleus dans les éliminatoires à la Coupe du Monde, là, le 2-0. Et là, la balance est beaucoup moins positif. Je ne sais pas si vous, si vous avez suivi cette affaire, ce match de championnat de Ligue 1 Nice-Marseille qui s'était très mal terminé, c'était même pas du tout terminé parce que le match avait été interrompu suite à des incidents, c'était les supporters niçois qui avaient balancé des trucs contre les joueurs de Marseille, Manu Payet que vous voyez ici avait renvoyé une bouteille dans le public, bon ça avait très mal terminé, du coup la commission de discipline a rendu son verdict, il va falloir rejouer le match. Alors ça c'est un coup dur pour Nice qui menait 1-0 quand le match avait été interrompu, voilà on viendra sur cette affaire, pof. Et qu'est-ce que j'ai là? Oh ouais, ça c'est... Bah, si. Oui, pas Manu. Oh putain, l'acteur. Oh, ça me... Bon, fin, je me suis levé à 1h45. Pas Manu Payet. Dimitri. Ouf. Oh là là, heureusement que vous êtes tous là. Hein. Oh, le Manu Payet, là. Bon, ça va partir en clip direct. Putain, je savais bien qu'il y avait un Manu Payet. Et... Ah, bon, ça c'est carton rouge. C'est carton rouge. C'est pas un carton rouge pour Nice, c'est un carton rouge pour Samuel Etienne. Bon, j'avais le nom de famille quand même. Manu Payet. Heureusement que vous êtes là, hein. Ok. Donc ça, c'est le petit plaisir du jour. C'est un article du Figaro, le cahier Figaro et vous, qui est excellent sur la culture notamment. Christian Lee, ce petit garçon-là, l'apprenti sorcier du violon. Alors ça, c'est un titre qui m'a interpellé. Il a 13 ans. Il est australien, ce jeune homme. Il vient de signer son premier album. C'est un jeune violoniste. Et donc j'étais un peu piqué de curiosité, parce que c'est un espèce de petit génie du violon, petit par l'âge, hein, mais pas par le talent manifestement, et je suis même allé l'écouter sur scène, et on se passera un petit extrait de les vidéos. Merci Pop Gremlins, merci à toi. Et c'est assez étonnant, ça c'est le petit bonheur de ce matin. Manu Payet, je suis encore là-dessus moi. Je reprends les journaux, parce que là je vous ai montré les unes, mais... Dans les pages intérieures, j'ai d'autres choses qu'on évoquera ensemble tout à l'heure. Donc, on a parlé du procès. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, notamment dans La Croix et pas seulement. On fera un petit point sur la situation au Brésil avec Bolsonaro, le président, là, qui est en train de voir sa réélection. L'élection est dans un an. Présidentielle lui échapper. Il est en train de partir en live total. Il a appelé ses troupes à défiler. Là. Ça sent la tentation de putsch, de coup d'État, de tout ce que vous voulez, c'est assez surréaliste. Voilà. Donc on parlera de Bolsonaro avec La Croix, et dans La Croix on lira un petit billet d'Alain Raymond, quand c'est réussi, ces billets sont savoureux, sur la passion des médias pour les sondages, notamment en matière politique. Parfois c'est un peu too much, et Alain Raymond s'en moque. L'édito, le petit billet est sympa. Un billet c'est quoi? C'est un petit article. Merci Ardakos. Un petit billet, c'est un article. Un article court où le journaliste donne son avis sous forme humoristique. Voilà. Voilà. Ok, le Figaro, il n'y avait rien de plus. Voilà. Ok. Zemmour, on en a parlé. Ok. Et le violoniste Christian Lee, le petit génie, on en a parlé. Ok, on a passé en revue les unes. Vous voyez, une grosse dominante écho ce matin. Après, on va jeter un coup d'œil aux unes des journaux en région. Merci Zaka Patate, j'adore cette science des pseudos que vous avez, quoi. Mon pseudo c'est Samuel Etienne, genre le pseudo le moins original de la terre. On va jeter un coup d'œil à la presse en région. Ah, faut que je vous montre Le Monde aussi. Ok. La dernière édition du Monde, celle qui est sortie hier après-midi. Concurrence, la difficile mutation de la SNCF. Je vous en ai parlé hier avec un très bon article des Échos, si ma mémoire est bonne, avec pour la première fois la SNCF qui a perdu une ligne de TER qui va passer à la concurrence, au privé. Ce sera Marseille-Nice, on en parlait hier. Il y a un article sur les talibans à Kaboul, mais là, rien de nouveau. Non, voilà, ça c'est nouveau. Un article comme dans La Croix sur Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui, pour Le Monde, vous le voyez, menace la démocratie. On lira cet article, et puis on lira un dernier article, puisqu'hier, on en a lu plein, hier ou avant-hier plutôt, avant-hier sur Jean-Paul Belmondo, puisque hommage national rendu aujourd'hui. Il y a Amandine TV qui me dit: tu en as peut-être déjà parlé, mais la contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans est une belle avancée. On est d'accord.
Mais c'est tombé ce matin, hein, l'info, donc c'est pas dans les journaux de presse écrite, encore. Il n'est pas impossible que demain on ait des articles là-dessus. Ce qui veut dire que demain je serai là d'ailleurs, vendredi. Donc effectivement c'est une avancée intéressante, c'est annoncé par le gouvernement ce matin. Je pense qu'il y aura des papiers dans la presse de demain matin. Donc Belmondo, hommage national, c'est rarissime pour une personnalité civile, hein. Normalement c'est pour des militaires plutôt. Aujourd'hui à 16h30, donc aux Invalides. Ce sera à suivre en direct d'ailleurs sur France Info, sur le canal 27, là où je travaille, le matin, c'est à compter de 16h. Et donc je vous lirai un dernier article sur Belmondo, parce qu'on en a lu plein ensemble il y a 2 jours, mais celui-ci je l'ai trouvé bien écrit, bien troussé. Voilà. Alors la dernière fois c'était pour qui? Johnny? Non, c'était pas pour Johnny. Il y a eu Aznavour, donc les personnalités civiles à qui on a rendu hommage civilement. Il y a eu Amandine TV, tout excusé, hein. À demain, effectivement, je pense qu'il y aura les articles. Il y a eu Aznavour et il y a eu, comme Guise Mobilette me le dit à l'instant, D'Ormesson. Voilà, j'ai que 2 exemples pour des personnalités civiles. Ce sera donc la 3e fois, c'est rarissime. Normalement, c'est pour des personnalités, pour des militaires, des soldats, ou alors des résistants également. Donc voilà pour le monde, et allons voir la presse en région maintenant, avec ou des confirmations de ces thématiques qu'on a là ce matin, très éco-social, pouvoir d'achat, salaire, inflation, le procès, vous allez voir, des attentats, il y en a beaucoup aussi, puis parfois des surprises. Mais d'abord, en général quand je dis mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, merci SP Skonk. Skonk. Café, mais oui, bien sûr. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, ici on a une seule religion, celle qui met tout le monde d'accord, c'est la religion du café, une religion totalement ouverte d'ailleurs, parce que vous pouvez être thé, vous pouvez être chocolat, vous pouvez être cacolac, vous pouvez être Rickless, c'est des vieilles boissons que vous ne connaissez pas. Vous pouvez être plein de choses, pas d'alcool, hein, 10h28 c'est pas possible, et ça me permet, 1, de m'hydrater, 2, de remettre du glucose dans la machine, parce qu'il y a un fond de sucre dans ce café au lait, c'est le secret, et on a même une musique du café que voici. Bon café à tous. A tout de suite. Mais ça fait tellement de bien. Tu voyais Epsilon qui écrivait à l'instant: Samuel, tu m'as manqué plus que ma propre famille. C'est faux, mais c'est gentil. Et merci pour toutes les petites émotes de mugs, de tasses de café et encore de thermos. Bon, les amis, on va y aller voir la presse en région comme promis. Allons charger cette presse en région. Toc, 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 toc. Normalement, vous devriez la voir avec moi. Tac. Quelqu'un me fait remarquer, c'est gentil, mais c'est pas très gentil pour sa famille. Mais je pense surtout que c'est exagéré. Quoique parfois il y a des familles. On choisit ses amis, pas sa famille, disait l'autre. Qu'est-ce qu'on a à la une de la presse? Allez, on y va. La Marseillaise nous parle de quoi? Oh, même si l'affiche est un peu déchirée, on reconnaît, je crois. Éric Zemmour. Le titre est plutôt joli. Bon, il faut savoir que la Marseillaise, c'est un journal qui est plutôt de gauche en termes de sensibilité. Donc pas super fan de l'ami Zemmour, pas plus que de la famille Le Pen. Ce qui donne ce titre, extrême droite. Alors déjà ça, faut le décoder. Extrême droite, déjà, c'est un choix. Alors, Marine Le Pen ne supporte pas qu'on utilise ce mot extrême droite. Parce que pour elle, ça n'engage que Marine Le Pen, le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Pas plus que le FN n'était d'extrême droite. Ok, donc déjà, utiliser ce terme, c'est déjà... Ça a du sens. Le Pen face au variant Z, quelqu'un disait, c'est Bambo qui disait, très beau ce titre, et il est réussi quand même. Le variant Z comme Zemmour, et qui écrit la Marseillaise à ce propos, alors que la présidente du RN fait sa rentrée ce week-end à Fréjus, tiens. Le chroniqueur d'extrême droite, encore extrême droite, ça va les énerver. Poursuivi en justice pour ses propos, pourrait bientôt être candidat. Et du coup, je vous le disais, le CSA, Z comme Zerator, ah oui, non, Clark 01, mais c'est pas Zerator. Le CSA exige que son temps de parole soit désormais décompté, puisque le CSA a estimé, on lira les articles tout à l'heure, que par ses dernières déclarations, il se comportait non plus comme un journaliste, un éditorialiste, mais bien comme un homme politique. Bon, lui, il n'est pas du tout content. Il a déclaré que le CSA se substituait au juge et qu'on voulait l'empêcher de parler. Il ne s'agit pas de l'empêcher de parler, c'est juste de compter son temps de parole qui va être compté, je crois, dans les divers droites.
Voilà, c'est bon. Enfin bon. Euh, hmm. Ok, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Où et quand couper? En une de l'Est éclair, c'est une histoire de vendange. Bon, on ne peut pas s'intéresser aux vendanges ce matin. Euh, mhm. Elle m'a intrigué cette une ce matin, j'ai pas eu le temps de la lire. C'est la une de Paris-Normandie. Témoignage, illettrisme. Ouais, on oublie que dans un pays comme la France, eh bien, j'avais lu des statistiques qui étaient édifiantes à ce propos. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal à maîtriser la langue, notamment à l'écrit. Illettrisme, une vie plus compliquée. Regardez, on voici un chiffre, 8%. Ça vaut pour la région Normandie. 8% des habitants de la région Normandie sont illettrés. Et là, on a le témoignage de Jean-François, qui souffre de ce handicap invisible, qui n'est pas visible, et aussi un handicap qu'on cache. Souvent, les gens qui souffrent de ce handicap, de cette non-maîtrise de la langue, eh bien le cachent, il y a un sentiment de honte. Et là, ils souffrent de ce handicap invisible après avoir abandonné l'école en primaire. Bah, faisons une petite pause parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, rencontre avec Jean-François, qui tente de vaincre l'illettrisme pour retrouver un emploi. Lisons peut-être, parce que c'est sur mon histoire très humaine. Je la lis avec vous. Hop. Pop. Bon, évidemment, j'ai réussi à changer de page. Alors, on a les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est dimanche, me dit l'article, c'est le 12 septembre. Voilà, et on a les agences Pôle emploi, ici en Normandie, qui proposent des actions de sensibilisation, des ateliers de lutte contre l'illettrisme. Voilà. Donc, on avait ce taux de 8% de personnes illettrées, c'est beaucoup quand même en Normandie. Et je vois un chiffre national, je le cherchais, le voici, 7% au niveau national. C'est énorme. Je connais les lettres, je n'arrive pas à déchiffrer les mots. Voilà ce que raconte ce monsieur, Jean-François, qui a quitté très rapidement l'école en primaire. J'aimais pas l'école, j'ai très peu appris. Mes parents ne m'ont pas poussé à continuer, m'ont dit de travailler. Voilà l'histoire. Malgré son incapacité à lire, ce monsieur ne peut pas lire, ce père d'un enfant de 9 ans n'a presque jamais cessé de travailler. Et sans que personne ne se rende compte de ce handicap. C'est ce que je vous disais, c'est souvent un handicap qui est caché par des gens qui ont honte. Alors qu'ils ne devraient pas, parce que souvent c'est des accidents de la vie, comme ce monsieur vient de le décrire. Et comme on le cache, on ne travaille pas dessus, on ne se voit pas proposer de solution. J'ai bossé dans une ferme, tenu par des amis, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait du placo, j'ai été ripper. Voilà. Je ne savais pas lire les panneaux des rues, mais j'ai une bonne mémoire visuelle. Je reconnaissais très bien les endroits où j'allais. Mais dès qu'il doit remplir des papiers administratifs, ce quinquagénaire se dit très dépendant des autres. Pour les impôts, je prenais rendez-vous au trésor public, les agents me remplissaient ma déclaration. Voilà comment, toutes ces années, il a pu se passer de la maîtrise de la lecture. Alors récemment, son handicap l'a rattrapé. Il est vraiment intéressant cet article parce que ça rend très concret ce problème. Ne pouvant pas gérer ses comptes bancaires seul, le père de famille en confie la gestion à l'un de ses meilleurs amis. Mais celui-ci a été hospitalisé et il a dû se débrouiller seul. Voilà. Alors maintenant, il est au chômage, il est suivi par Pôle emploi, et il finit par en parler à sa conseillère qui le suit depuis presque 1 an. Voilà. Donc il a mis du temps même à en parler à sa conseillère, et il y a une solution qui a été trouvée, un tuteur bientôt nommé pour gérer ses comptes, et le quinquagénaire surtout va pouvoir suivre une formation de remise à niveau des apprentissages de la base. Bravo à ce monsieur, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, monsieur qui souhaite travailler dans le secteur de la peinture et du papier peint, et il veut décrocher un diplôme dans ce domaine, on lui souhaite le meilleur. Vous voyez, tout à l'heure je disais, oh là là, la presse ce matin, j'ai rien vu de formidable, et je sais que dans la presse quotidienne notamment, on a une belle presse, et on a des histoires parfois qui sont fortes et touchantes, comme celle-ci. Qu'est-ce que... Ouais, alors il y a plusieurs unes ce matin sur cette rentrée, alors il y a eu la rentrée scolaire, rentrée dans les facs, là, qui est en train de se dérouler. En fin de la vie dans les facs, voilà, en présentiel, vous le savez sans doute si vous êtes concerné, mais avec des inquiétudes toujours et de la prudence, on verra ça évoqué dans quelques-unes ce matin. Ce qui est considéré comme de la provocation dans les premiers mots de Salah Abdeslam, donc le survivant du commando du 13 novembre 2015, qu'on a vu tout à l'heure en une du Parisien, c'est toujours cette même idée de provocation que vous retrouvez en une de la Charente Libre. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur l'article du Parisien pour voir ce que Salah Abdeslam a dit exactement.
petite pause technique, je règle un truc. Voilà. Ok. La une de Ouest France que je n'avais pas vue ce matin, consacrée à ce procès du 13 novembre. Vous avez ici une vue de cette salle d'audience. Elle est intéressante cette photo, puisqu'en fait c'est une salle d'audience éphémère, gigantesque, construite à l'intérieur de l'ancien palais de justice de Paris, hein, celui qui est en plein cœur de Paris sur l'île de la Cité. Le nouveau palais de justice de Paris, maintenant, c'est une grande tour extrêmement moderne du côté de un petit peu après la porte de Champérel, enfin très après d'ailleurs même, voilà, entre Paris et le périphérique. Et donc là, on a voulu que ce procès hors norme pour l'histoire, les fameux cubes pyramidaux, merci Bretzel de te moquer de moi, porte de Clichy, exactement, porte de Saint-Ouen, je dirais plutôt Saint-Ouen moi. Je vois du Saint-Ouen, je vois du Clichy. Voilà. Et donc c'est assez étonnant, mais on a cette salle d'audience provisoire qui a été construite ici parce qu'on a voulu, pour des raisons notamment de symboles, que ce procès se déroule dans l'ancien palais de justice de Paris. Voilà. Et la dignité face aux provocations, je reviens au titre de Ouest France, puisque aux provocations d'Abdeslam a été opposée la dignité des parties civiles. À un moment, il dit qu'on le traitait comme un chien en prison. Je crois qu'il y a une partie civile dans la salle qui n'a pas pu s'empêcher de lui répondre, il ne fallait pas tuer 130 personnes. Voilà. Bon, on me confirme que c'est porte de Clichy. Je passe devant quasiment tous les jours pour courir et je suis incapable de vous dire où c'est. Voilà. Je suis un petit peu distrait aussi. Continuons à feuilleter ensemble la presse quotidienne. Ok. Oh ouais, ça je voulais le lire avec vous. J'ai juste vu le titre et je voulais lire l'article avec vous. La 2 chevaux convoitise des voleurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ça se passe dans la Sarthe. Plusieurs Dodoches, hein, c'est le petit nom de la 2 chevaux, ont été dérobés fin août dans le département, objet de nombreux rassemblements. C'est l'un des véhicules les plus collectionnés de France. C'est fou ça quand même qu'on vole ces voitures là. Ouais. Ok. Ah ben oui, bien petit encadré. Là, ça vaut entre 8 000 et 25 000 euros quand même, selon l'État. Hein, entre 8 000 et 25 000 euros. Hein, ceci expliquant cela. Et je vois que le modèle Charleston, je sais pas, dans mon souvenir, c'était un modèle bordeaux et noir. Récemment, il y a un modèle qui est parti entre 50 000 et 70 000 euros. Ok. On va des dedans. Si j'avais su, j'aurais acheté une Charleston il y a quelques années, moi. Mais nous quitte pas tout de suite. Il y a Articard qui nous dit bonne journée, je pars bosser. Bonne journée à toi, bon courage. Elles sont mignonnes, elles sont emblématiques d'une époque. Me dit Final Star. Oui, il a raison. Voiture facile à voler et à revendre. Ouais, je pense qu'en termes de protection contre le vol, on n'est pas au top là, hein, vu les années de production. L'article nous explique les voitures communes produites en grand nombre sont faciles à revendre après un vol, comme beaucoup de véhicules récents. Parfois, ça part en pièces aussi. Hein. Pendant 42 ans, les célèbres Dodoches ont été produites à plus de 5 millions d'exemplaires. Voilà. Et apparemment, c'est très facile à voler. Il suffit d'un camion plateau, d'un treuil. Ah bah oui. Parce que la 2 chevaux était un véhicule super léger. Ouais. Et autre explication d'un mécano, là, comme beaucoup de vieux véhicules, les fils sont plus accessibles. C'est rapide de les démarrer quand on est bricoleur. Voilà. J'ai l'impression de faire un tuto vol de voiture. Ce ne serait pas du tout cette histoire. Voilà. Je lis rapidement l'article en diagonale pour voir si... Ah, c'est triste, il y a des gens qui en ont des très anciennes, de 1956 par exemple, et on leur a piqué dans leur grange, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Ok. Bon, si vous avez une 2 chevaux, les gars, vous la protégez. Hein. 3 mecs costauds, et hop, me dit Bang Garong. Ouais, ben c'est pas faux, à mon avis. Bon, je l'ai déjà vu ça. 3-4 mecs un peu costauds, tu soulèves une petite voiture. Pas moi par exemple. Hein. 3-4 comme moi, tu soulèves rien du tout. Hein. Voilà pour la 2 chevaux. Ok, donc si vous avez une 2 chevaux, vous la protégez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en une en région ? Ah bah voilà. Je vous disais, hop, qu'on a quelques-unes sur la rentrée universitaire. Hop, merci. Un instant pour... j'ai loupé le pseudo pour le sub. Plusieurs unes sur la rentrée universitaire, mais voilà, avec prudence. En présentiel, mais avec prudence. Ici, c'est la une de la Voix du Nord, qui est l'un des grands journaux du Nord. Je ris parce que je suis passé sur la 2e page complètement par hasard.
Et c'est pas le monsieur en jupe qui me fait rire, c'est ce qu'il y a en dessous. Peut-être le monsieur en jupe. Regardons d'ailleurs parce que l'image est mignonne, parce que le papa il a l'air avec sa fille. Père et fille Jérôme et Jade sont à peine dérangés par la présence du photographe, situé un peu à l'écart sous un rayon de soleil. Ils ont le regard fixé sur la cérémonie de mariage très british en train de se dérouler sur le parvis de la mairie. D'accord. Mon objectif, ok, c'est une belle photo. Mais c'est pas ça qui m'amuse, c'est le Macumba. Oh, mais quelqu'un qui connaît? Non? Je vois le Macumba de l'homme. Non, c'est un autre Macumba. Des Macumba, il y en a plein, je pense, en France. Il y a Eurovision FRnet qui dit très bonne nouvelle pour Jean-Pierre Madère. Vous avez la ref ou pas? Vous avez la ref Macumba ou pas? Oui, c'est un kilt. J'ai dit une jupe, mais c'est un kilt, bien sûr. Vous avez la ref. Vous avez la ref. Elle dansait tous les soirs, me dit Ender. Vous avez la ref? Oh, Macumba, Macumba. C'était un tube de Jean-Pierre Madère. Donc le Macumba rouvre ses portes. Bonne nouvelle. Après 18 mois de fermeture, la mythique, les gars, les filles, discothèque de Macumba, située à Hennetière en Vèpres, dans la zone commerciale Auchan Englos, rouvre. Désormais, la boîte de nuit qui se targue d'être la plus grande de la métropole lilloise, donc en fait, je devrais connaître quand même, doit seulement respecter une limite de jauge à 75%, 1100 personnes donc. Le forcez pas à chanter, me dit Rasbous des Bois, c'est trop tard, je vais vous chanter un petit Macumba, c'est sûr. Le port du masque est recommandé mais pas obligatoire, autant dire qu'à mon avis, ils ne seront pas nombreux à le porter. Donc c'est à l'homme, c'est ça alors? Ok. Quant au pass sanitaire obligatoire, le directeur s'attend à un petit rodage ce vendredi pour une soirée dont le nom était tout trouvé, retrouvailles. Ça veut dire quoi, rodage? Merci. Ah, j'ai encore raté le sub à l'instant, désolé. Ça veut dire quoi, rodage sur le pass sanitaire? Ça veut dire qu'on va le demander, mais pas trop? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Jean-Pierre Madère. Bon, petite pause musicale. Pourquoi? Ceux qui me connaissent le savent, je suis un des pires chanteurs au monde. Mais je fais ça pour la bonne cause. Tout le monde ne connaît pas Jean-Pierre Madère. Tout le monde ne connaît pas le Macumba. Ouais, j'avais compris qu'il parlait d'un rodage pour ses équipes, bien sûr, mais je fais du mauvais esprit. Merci François Pérez. Mais on n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch. Droit d'auteur, tutti quanti, amende, voilà. Et fermeture de la chaîne Twitch de Samuel Etienne. Merci Jérém. Donc je chante. Et c'est pire que ça. Parce que comme je me mets la musique dans les oreilles, avec mes petits écouteurs, que je mets tout de suite d'ailleurs, je ne m'entends pas chanter. Et c'est doublement affreux. Alors, allons-y les amis. D'ailleurs, il faut que j'aille vous savez quoi? On va chanter tous ensemble. Ok? Regardez. Je vais chercher les paroles. Macumba. C'est Macumba, je crois. Jean-Pierre Madère. Ok? Vous êtes prêts? Oh non, partez pas. Hey, Silent Cheetah, reste avec moi. Hey, 30 secondes. 30 secondes et on revient à la presse. C'est mon petit plaisir. C'est un hommage. C'est Macumba la chanson. Regardez, je vous les mets là. Il est où mon téléphone? Allez, on va sur un distributeur de musique là, dont je ne vais pas donner le nom. Chacun celui qui veut. Tchac. Oh bah Jean-Pierre Madère tout de suite, hein, direct, bam. Voilà, allez. On se met de la musique dans les oreilles. Bluetooth. Dans bleu. Vous êtes prêts? C'est parti pour le massacre. Non, pas Paul Naref, pas Paul Naref. Synthé, c'est pas là qu'on découvre le synthé. Hein. Beaucoup de synthé. Boîte à rythme. Hein. Voilà. Vous êtes prêts ou quoi? J'ai pas commencé, vous plaignez pas? Synthé. Un synthé pourri au début. J'ai adoré Jean-Pierre Madère, je me moque pas. Vous êtes prêts? Elle est venue sans bagage. Comme... Putain, c'est affreux. J'ai joué d'un naufrage. Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île. Petite Corée. Pour un monde nouveau, loin des bidonvilles. Bon allez, c'est bientôt fini, on arrive au refrain. C'est parti. Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba. Voilà, c'est ça l'idée. Bon là, faut arrêter Samuel. Bon, en général, je perds plusieurs centaines de viewers. Je ne vais même pas aller voir parce que c'est toujours une catastrophe. Donc je ne vais pas voir combien de
personne, j'ai perdu, mais ça fait du bien. Allez, on revient à la presse. Ah, c'était bien, c'était bien. Je crois que c'était bien raté, hein. Ouais, c'était affreux, non? Ça ressemble trop à la vraie chanson. Merci François Pérez. J'ai le dos bloqué, je rigole, ça me fait mal. Mike Revette, je suis désolé. Je suis très désolé. Chanteur, c'est un métier, me dit Padam Couscous. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, en tout cas, on a bien fait de ripper sur la page 2 de La Voix du Nord. Vous voyez, c'est un accident de lecture de la presse. Et ben, j'ai bien fait. Puisque vous avez pu entendre ma belle voix, ma douce voix parfois. Ah, parfois la nuit, je rêve d'une reconversion. Ah là là là, imaginez comment ce serait beau. Ils sont mes autres écouteurs. Je saigne des oreilles. Tu mets du coton dedans. Ma famille fait ça. Ça s'arrête très vite en fait. C'est très superficiel. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en presse en région là? J'ai une histoire de poule. De poulailler. Moi je dis non. Les 2 chevaux, on en a parlé. Ok. L'illettrisme aussi. Ah voilà, donc beaucoup d'économies ce matin, et notamment, outre les histoires de pouvoir d'achat, d'inflation, de salaire qu'on évoquera tout à l'heure dans la presse nationale, l'inquiétante pénurie de matières premières. Alors là, c'est très sérieux parce qu'on a la reprise qui est là. Merci Bruce Lee. C'est Bruce Lee d'ailleurs. Pénurie de matières premières parce que la reprise est là, la croissance est là, les entreprises veulent tourner à bloc, mais on a un problème de matières premières parce qu'évidemment tout le monde veut les mêmes matières premières en même temps. Donc dans le BTP, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de bois par exemple, c'est vrai. Dans l'automobile, les semi-conducteurs, dans l'informatique, voilà, on a un problème de pénurie et du coup aussi d'explosion du coût des matériaux, offre, demande, pas beaucoup d'offres, hop la demande et là les prix montent. C'est très embêtant. Ce matin, par exemple, notre spécialiste éco sur France Info, David Delos, nous disait que, eh bien, il y aurait peut-être une pénurie de... Attention, ça c'est une catastrophe. Musique du suspense. Tenez-vous bien, il y aura peut-être une pénurie de... Non, pas de soleil. Pénurie de jouets. De jouets à Noël. Ouais, je sais, c'est encore l'été. Peut-être une pénurie de jouets à Noël. Voilà. Bon, les médias, ils aiment bien vous faire peur. Mais c'est chaud. Si vous avez des enfants, si vous voulez pas qu'ils soient tristes, vous achetez les jouets maintenant, là, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait voir dans la presse en région. Ok, c'est pas mal. Je suis content de mon petit Macumba. Bon, ok, rien de nouveau, le télégramme. Non, ça c'est pour ceux qui veulent donner une carte bancaire à leurs ados. Ok, d'accord, ouais. Ok. Ça, je crois. Qu'est-ce que c'est la une de la Provence? On est bien le 9 septembre. Ah, c'est une histoire politique locale. Non, ça je l'ai vu. Donc, ok, très bien. Voilà pour ce petit coup d'œil à la région. Voilà, presse en région. Je regarde vos commentaires un instant avant de nous faire un petit café et on attaque la presse nationale avec quelques articles intéressants. Il y a Energix qui me dit à mon époque on avait une orange à Noël, on était bien contents. Alors, moi, j'ai des histoires que j'ai entendues dans ma famille. Si tu avais une orange à Noël, c'était il y a très longtemps quand même. Mais c'est possible, hein, parce que moi, mon papa, il m'a raconté cette histoire-là. Donc c'est possible, mais c'est-à-dire que tu es quand même, par rapport à la moyenne d'âge de mes viewers, tu es quand même dans le 1, tout là-haut. Mais c'est possible. Je fais le clip du Macumba. Ah, tu as clippé Macumba. Bah, c'est pas très sympa ça. Bon, à se retrouver sur Twitch. Donc. Est-ce que je vais refaire un stream avec Dr Twitch? Ouais, je l'adore, Damien Mascret. D'ailleurs, je crois qu'il m'a envoyé un message pour me proposer. Je sais pas si c'est une blague ou c'est sérieux. Il y a Damien Mascret, le docteur de France Télévisions, qui m'a envoyé un message. Damien, si tu es là. Il m'a dit, Samuel, tu veux pas faire un stream sur Twitch sur la sexualité des Français? Merci, Y le Monfic. Sexualité des Français. Alors, je sais pas si c'était une vanne ou si vous voulez vraiment. Donc, pourquoi pas. Ok. Tout. En prison aussi, tu as des oranges, me dit Marche Obscure. Non mais, voilà. Mais il n'y a pas que des jeunes sur Twitch. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas que des jeunes sur Twitch. Mais l'orange quand même.
Il y a Drôle LOL qui mérite bien son pseudo, qui dit: je confirme, je suis son père, de la personne qui disait qu'il avait une orange. Je suis son père, il a 107 ans et je lui offrais une orange. Je vous adore, vous êtes grave, j'adore. Ouais, ouais. J'ai des amis, 35 ans, c'était leur cas. Waouh, ok. Moi, je pensais que ça correspondait à la génération quand même plus ancienne. Ouais, ok. Ma grand-mère avait un poireau pour Noël. On n'est pas parti, hein, on n'est pas parti sur un truc un peu bizarre là, hein. Ouais. Fais un sondage. Ouais. On peut faire un sondage, hein. Tiens, vous savez quoi? Ça va peut-être me motiver. Et si effectivement, faisons un sondage. Je répondais à Damien pour lui dire: chiche. Voulez-vous, les amis, c'est vous qui décidez du contenu de ce stream, hein. Voulez-vous une émission sur la sexualité des Français? Ouais. Alors là, les modérateurs, les modos sont en PLS là. Oh non, 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 pas. Oh non, s'il te plaît, non. Oh non, pas une émission sur la sexualité des Français. Non. Oh non. Non, rien vite Castex alors plutôt, ça va être plus simple. Petite blague. Voulez-vous. Alors j'écris vous que vous. Vous que vous. Vous que vous. Vous que vous. Voulez-vous une émission sur la sexualité des Français? Oui, mais carrément, mais trop chaud. Non, ça va, pas besoin. Pas besoin, genre. Et je ne sais pas. Voilà, c'est parti, c'est vous qui décidez. Si vous me dites oui, j'envoie un message au docteur Mascret. Ding. Commencez un sondage. Il n'y a pas de raison, il n'y a que moi qui bosse ici. À vous de bosser un petit peu. Est-ce que vous voulez de cette émission sur la sexualité des Français avec Damien Mascret qui viendrait répondre à vos questions? À condition qu'elle soit... qu'il y ait un peu de tenue, hein, quand même, les gars, là. Hein. Ok? C'est bon, je maîtrise, me dit Poum. Chiche, me dit-on aussi. À voter. Il y a Tsuka qui me dit: j'adore le sexe, mais je pratique pas. Mais où est-ce que vous avez trouvé ces vannes? C'est parce que vous êtes nombreux que vous êtes aussi bons, mais c'est pas possible, quoi. J'adore. Allez, voyons les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Je suis pas allé voir. Ah bah vous la voulez. Vous la voulez. L'émission, hein. 67%. Et vous êtes que 22% à dire non, ça va. Ah bon, ok, d'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui dit: il a fini de chanter. Oui, tu peux revenir, Choupitou. Ok, bon, moi je vais arrêter le sondage parce qu'il est clair. Vous n'êtes que 12% sans opinion. Comme quoi sur le sexe, on a toujours une opinion. Hein. 12% seulement en général, c'est plus. 22% à me dire non, 67%, une large majorité. Vous avez gagné, les gars, à me dire mais carrément, hein, que je veux une émission avec Damien Mascret et Samuel Etienne sur la sexualité des Français. Je ne suis pas sûr d'être super pointu. Moi, on va plutôt se reposer sur le médecin. Ok, je vais lui envoyer un message. Bon, bah, allons voir la presse nationale. Michel Simès, ce serait drôle. Oui, mais bon, c'est Damien qui m'a proposé, c'est pas Michel. Hein? Hop. Oh putain, mais c'est lourd. Je sais pas si les journaux sont de plus en plus lourds ou si c'est moi qui suis de moins en moins costaud. La vérité est peut-être dans la deuxième proposition. Bon, on y va. Le Parisien, donc, c'est le seul journal national, j'étais un peu surpris ce matin, à consacrer sa une au procès des attentats de novembre 2015. Je m'attendais à plus de une pour ce premier jour d'audience, avec ces mots que tous les journaux ont trouvé provoquants. Les premiers mots de Salah Abdeslam, qui est donc le seul survivant, merci Mouton Mister, des attentats du 13 novembre, du commando. Je suis un combattant de l'État islamique, donc ça, son appartenance à l'EI, à Daesh revendiqué, d'entrée, hein, ce sont quasiment ses premiers mots, voilà, et voilà, c'est jugé provoquant par la presse, par les partis civils aussi. Rappelons qu'on parle d'attentats qui ont fait 130 morts et qui ont blessé des centaines de personnes. On ouvre le Parisien et on lit Salah Abdeslam déjà dans la provocation. Voilà, on a un extrait de l'audience. Monsieur Abdeslam, levez-vous s'il vous plaît. C'est le président Périès qui l'invite. Il se lève, il ôte son masque. D'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Voici, pardon, je m'excuse, ses premiers mots sont ceux-ci. Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Le ton est donné, celui d'une tirade religieuse, analogue à celle qu'il avait déjà lancée d'ailleurs en 2018 à Bruxelles lors d'un premier procès. En fin d'après-midi,
Salah Abdeslam se lancera par ailleurs dans une diatribe contre ces conditions de détention. C'est peut-être ça qui a encore le plus choqué. Il y a un petit encadré ici. Voilà, voilà. Et les journalistes du Parisien écrivent ceci. On aurait pu craindre qu'il reste mutique. Alors c'est vrai que hier on en avait parlé d'ailleurs, beaucoup de partis civils craignaient qu'il ne parle pas du tout et que face aux questions qu'on se pose sur les attentats, eh bien il n'y ait pas de réponse. Alors là il parle. Pour l'instant il parle même beaucoup. Certains ont le sentiment que même il parle trop. On aurait pu craindre qu'il reste mutique, enferré dans son silence comme il l'a été durant toute l'enquête. En ce premier jour d'audience, c'est finalement une autre crainte qui s'est matérialisée, celle d'un accusé provocateur et cynique. À la reprise vers 17h, ses avocats stigmatisent ces conditions de détention. D'un bond, il se lève, Salah Abdeslam, et invective le président de la cour d'assises, M. Périès donc, vous ne faites pas attention aux gens. Vous ne faites pas attention aux gens. Je ne sais pas si M. Abdeslam fait attention, lui, aux mots. Donc, il a participé à des attentats qui ont tué 130 personnes. Ses collègues terroristes ont abattu de sang-froid des blessés à bout portant, des hommes, des femmes, et il dit vous ne faites pas attention aux gens. Ok. Bon. Dangereux ou pas, on est des hommes, des êtres humains, on a des droits. Là, on ne peut pas lui donner tort. C'est toute la dignité et la force d'une démocratie de reconnaître des droits, et notamment les droits de la défense, même au pire monstre. Voilà. Et ça, c'est la force de la démocratie, de ne pas se battre contre, ici, des terroristes avec les mêmes armes, et donc de leur donner le droit à un procès, de leur donner le droit à une défense. Donc ça, oui. Voilà. Mais il enchaîne. Ici, c'est très propre. Il parle de la salle d'audience. Il y a des écrans plats, de l'air conditionné. Mais derrière, là, il parle de sa prison. Personne ne voit. Ça fait 6 ans que je suis traité comme un chien. Isolement complet, filmé 24 heures sur 24, y compris lorsqu'il se rend aux toilettes. Il enchaîne. Si je me suis jamais plaint, c'est parce qu'après ma mort, on sera ressuscité et vous devrez rendre des comptes. Ok. On n'est pas, alors là le président lui répond, on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique, mais dans un tribunal démocratique. C'est plutôt bien répondu. Voilà pour ces propos qui ont choqué, mais finalement il n'y a que le Parisien qui consacre sa une à ce procès, à ce premier jour du procès, sachant qu'il va durer 9 mois, qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Alors beaucoup d'économies, beaucoup de questions de pépettes, enfin de pépettes de thunes, de flouses, de sous, vous avez des mots pour l'argent moi, j'utilise des vieux mots là. Qu'est-ce que pour l'argent vous dites quoi à part le moula, oseille, ok, beaucoup moula, ok, la tunasse, la caillasse, cash, ok, flouze, les écus, la thune, bien sûr, le blé, la maille, bitcoin, thune, pognon. Classique. Money. Patate. La fraîche, yes. La sonnante et trébuchante, je kiffe. Les pesos. Ouais. Les deniers, les louis d'or. Si t'as des louis d'or, tu les gardes. La maille, yes. Ok, les pépettes. On revient à mon pépette. Donc, on parle de tout ça ce matin dans vos journaux avec d'abord l'inflation, la poussée de fièvre. Alors, l'inflation. Bah oui, on en parle parce que ces dernières années, il n'y en avait plus aussi peu en France. Donc l'inflation, c'est la hausse des prix, hein, notamment des produits de consommation les plus courants. Et on n'en avait quasiment plus. Et voici qu'on a une poussée de fièvre, nous dit la Croix. Pourquoi on est sur les dernières semaines à 1,9% d'augmentation des prix. Ça commence à faire beaucoup. Et ça relance un débat. Celui sur la défense du pouvoir d'achat. Bah oui. Parce que quand l'inflation est à zéro ou presque, du coup le pouvoir d'achat il est constant. Mais si il y a quelqu'un qui a lâché les subs pour un synonyme de thune, joli. Quelqu'un d'autre qui me dit à un instant, je ne paie qu'en lingots, je t'envie mon ami. Et donc évidemment, quand il n'y a pas d'inflation et de hausse des prix, le pouvoir d'achat il est constant, mais quand il y a une hausse des prix de l'inflation, si le salaire ne bouge pas, eh ben, tu perds du pouvoir d'achat évidemment. Donc ça relance le débat sur cette question.
Que dit la Croix à ce propos? Faut-il s'inquiéter de l'inflation? Blablabla, blablabla. Donc c'est pas qu'en France, hein, c'est en Europe, c'est dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Inflation due notamment à la hausse des tarifs de l'énergie et des matières premières, c'est vrai. Donc ça peut être circonstancié aussi. Hein, ça peut se calmer peut-être après ou pas. Voilà. Nous, on est un peu moins touchés que d'autres pays européens, dit l'article de la Croix. Notamment parce qu'une bonne part de la production d'électricité est d'origine nucléaire, donc on paye notre énergie moins cher que d'autres. Alors souvent quand je dis le mot nucléaire dans le chat, c'est « Waouh, nucléaire !» et tout, il y a les pros, les anti. Donc on est à 1,9% d'inflation, je vous le disais, je ne me suis pas trop trompé, en août dernier. Je vous parlais de ces dernières semaines. Donc le débat quand même revient sur est-ce qu'on ne doit pas augmenter les salaires. Les responsables syndicaux récemment reçus à Matignon, quelqu'un qui me dit si je t'écoute au lieu de bosser c'est grave docteur, mais non, c'est très bien, très bien. Je pense que tu peux faire les deux, sauf si tu es en train de faire une opération à cœur ouvert, et dans ce cas-là je te conseille plutôt de mettre pause sur le Twitch. Voilà pourquoi les responsables syndicaux reçus à Matignon excusez-moi, il fait beau, enfin il a fait beau, donc les pollens sont sortis. Réglage technique. Voilà. Oh là, la classe, désolé. Voilà pourquoi les responsables syndicaux reçus à Matignon récemment ont insisté auprès du Premier ministre sur la nécessité d'augmenter les bas salaires et le point d'indice des fonctionnaires. Voilà pourquoi également la question préoccupe les candidats à la présidentielle. C'est le cas à gauche de Fabien Roussel. Bon, c'est le candidat. Merci pour le « à mes amours ». Dans le coude, le coude c'est quand il y a du monde les gars. Dans le coude, ok. Le candidat communiste a pris position pour un SMIC à 1 800 € brut. Mais c'est aussi, alors ça c'est un peu plus surprenant, le cas à droite avec Valérie Pécresse, merci Jérémator, qui se présente à la primaire des Républicains, Valérie Pécresse, vous le savez, en incluant dans son programme une augmentation de 10% de tous les salaires, financée par une baisse des charges. Ok, c'est des sous ça. Donc, vous voyez que ça intéresse notamment les politique. Je mets de côté la Croix pour enchaîner avec les questions économiques. Parce que j'ai deux autres articles à vous dire dans la Croix qui sont vraiment intéressants. Sur Bolsonaro au Brésil et sur le billet d'Alain Raymond sur la folie des sondages en France. Merci Valcine. Je vous mets de côté. Ici. Donc, le débat sur le pouvoir d'achat, regardez l'Humanité. L'Humanité met en sa une ce matin une étude, un rapport du Secours populaire français sur la pauvreté en France, avec ce constat, un tiers des Français ne s'en sortent pas, pouvoir d'achat. Un tiers des Français ne s'en sortent pas. Je vais page 4 et 5 de l'UMA, merci Zedjek, la vie au bord du gouffre, une réalité qui s'étend. Le Secours populaire français publie aujourd'hui son baromètre annuel sur la perception de la pauvreté en 2021 qui révèle qu'un tiers des Français, peinent à faire face aux dépenses courantes. Et c'est assez édifiant quand même. Des budgets au cordeau, dans lesquels chaque euro compte, des postes de dépenses sacrifiés, l'angoisse au ventre d'un basculement dans la misère. C'est des gens qui ont peur de se retrouver à la rue. C'est beaucoup de monde en France. La crise économique engendrée par le Covid a d'abord fragilisé ceux qui vivaient déjà dans la précarité. C'est ce que rappelle ce sondage annuel du Secours populaire. Voilà. Conséquence de cette perte de revenus, les plus pauvres ont des budgets de plus en plus serrés, doivent faire face de plus en plus de sacrifices. 64% d'entre eux, donc on parle des plus pauvres en France, ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis. Ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait être réduit. Pour assurer à leurs enfants de bonnes conditions de vie, les parents sont contraints, une fois honorées les factures vitales, logement, énergie, de rogner sur d'autres postes. Plus de 80% disent renoncer aux loisirs, aux vêtements, aux soins de beauté. Ils sont même 54%, on parle des gens les plus pauvres en France, à se priver de soins médicaux, 62% de nourriture. Il y a Ouria Tareb, qui est la secrétaire nationale de l'organisation, donc du Secours populaire français, qui se met en colère face au discours des politiques sur l'assistanat. Tiens, d'ailleurs, le Figaro est un peu là-dessus. On verra, le Figaro dit qu'on aide, on assiste trop les gens, notamment les chômeurs, et c'est pour ça que les entreprises n'arrivent pas à embaucher. Bon, la directrice du Secours populaire dénonce ce genre de discours, je la cite, c'est vraiment injuste de les culpabiliser, de dire qu'ils ne veulent pas travailler, ne font pas d'efforts, merci Little Majora, ils n'ont pas choisi d'être dans ces situations difficiles, aujourd'hui n'importe qui peut se retrouver là. Donc voici pour l'UMA qui dit, les gars, s'il y a inflation,
vu la crise qu'on vient de traverser, il faut augmenter les salaires des plus pauvres. Et bim, je prends Libération. Voilà. Bas salaire, les oubliés de la reprise. Même analyse. L'exécutif qui se vante pourtant, c'est vrai, ce sont ces mots, de résultats économiques spectaculaires. La reprise est là, nous dit-on, n'envisage pour les travailleurs de la deuxième ligne, ceux qu'on a tant vantés pourtant lors du premier confinement, qu'un simple rattrapage du SMIC, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais on en a parlé hier, qu'il y a une règle qui mathématiquement, automatiquement, veut qu'on augmente le SMIC si l'inflation arrive à 2%. On est à 1,9%, donc il n'est pas impossible qu'on ait une petite revalorisation du SMIC, mais qui ne fait que compenser la hausse des prix, donc sans le fameux coup de pouce, qui est souvent réclamé par les syndicats. Donc je lis Libération à ce propos. Alors là, déjà, je m'arrête un instant, parce que j'ai mis 5 minutes à comprendre ce titre ce matin. Je suis assez fan des titres de Libération. La hausse du SMIC fait débat salaire. Alors, je dis, la phrase, elle n'est pas française. La hausse du SMIC fait débat, ok. Salaire. J'ai mis 5 minutes à comprendre. Vous l'avez ou pas? Débat salaire, voilà. Nico, il a compris en 30 secondes. Mouchou aussi, le houilleux aussi, voilà. Moi, j'ai mis 5 minutes ce matin. Bon, il était 3 heures. Mais quand même. Donc, la hausse du SMIC fait débat. Et fait des bas salaires. Voilà. Et aggrave la situation de ceux qui ont peu. Ok, j'ai mis du temps quand même. Alors, qu'est-ce que nous dit Libé? Donc, Libé nous explique ce que je viens de vous dire sur le SMIC, la revalorisation minimale avec le passage de la barre des 2%, de l'inflation. Donc, ça correspond à 24 € supplémentaires par mois net pour quelqu'un qui est au SMIC. C'est toujours ça de prix. Mais ça n'est que ça, écrit Libération, on parle de 24 € par mois en plus, c'est-à-dire pas grand-chose, écrit Libé, surtout quand il s'agit de compenser la forte hausse des prix du gaz en ce moment, ou de l'essence encore. 1 an et demi après l'épiphanie qui a frappé le chef de l'État quand il a salué dans une allocution télévisée au début de la crise sanitaire les travailleurs de la deuxième ligne, vous vous souvenez peut-être, la plupart d'entre eux attendent encore la reconnaissance promise. Pourquoi donc, demande Libération ce matin, ne pas aller plus loin que la revalorisation automatique? Réponse de Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie pour ceux qui étaient cachés dans une grotte ces derniers temps. Donner un coup de pouce au SMIC, c'est aussi donner un coup de canif au redressement de l'emploi. Discours en phase avec l'orthodoxie libérale, commente Libé, qui prévaut depuis plusieurs décennies et veut que le coût du travail soit le principal frein à l'emploi. Là-dessus, il y a débat, bien sûr. Donc Libération dit, les gars, il faut augmenter les bas salaires. Mon micro, il fait du bruit. Toujours, ça va le micro ou pas? Ça va le son, les amis? Un petit point technique. Ça va le son? Ça va? Vous m'entendez bien? C'est clair? Ça pop pas trop? Ça... Vous avez entendu le ventre qui gargouille? Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que 1, je suis en bonne santé, ça veut dire que j'ai faim. 2, ça veut dire que le micro est sensible. Vous avez entendu le ventre? Le son est OK? Quand je parle trop près, ça sature. OK, alors on va rester à distance, comme ça. Alors le Figaro constate tout ça. Mais comme le Figaro, c'est pas l'UMA, comme le Figaro, c'est pas Libé, c'est pas la même analyse. Ça pop de ouf. J'en ai un anti-pop en plus. Technique en direct, je le mets jamais ce truc. Je l'ai l'anti-pop. Je suis à l'écoute, hein. Je l'ai l'anti-pop. Je sais plus où il se met. Tu te mets là, toi? Mais ouais. Je le mets l'anti-pop. On va voir. Vous avez vu? Allez. Je le mets pas parce que ça, je trouve que c'est pas joli. Bim. Vous avez vu comment quand je vous écoute, c'est ouf, ça. C'est fou, hein. C'est vraiment, comme on dit le mot là... participatif, quoi. C'est participatif. Je pop. Merci Audrey, Lily. Alors, pourquoi tu es de travers, toi? Faut que je serre un truc. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein? Ouais, tu ne bouges plus là, chérie. Voilà. Pop, 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 pop. Ça pop moins? Ça classe ou quoi? Bon, est-ce que c'est... Alors, est-ce que ça... Faisons une phrase avec des P. Est-il possible que le Père Noël... se passe de petits hippopotames en bois ou en paprika pour ses livraisons de Noël? Ça pop. Moins ou pas? Alors, ça pop ou ça pop pas? Comment c'est? C'est clean? C'est bien? Vous êtes malade du son, en vrai, vous chipotez tous. Le kiff. Mon père est pompiste à Perpignan, me propose-t-on. Mon papa est pompier à Pompidou. Voilà, c'était mieux avant. Oh non!
Ça pop-popait pas, donc ça pop-pop pas non plus. Oh, allez, on continue. Donc, je reviens au Figaro, c'est très très drôle. Le Figaro qui donc fait le constat de tout ça, mais qui n'en tire pas du tout les mêmes conséquences. Donc oui, la reprise est fragilisée en ce moment, alors pas seulement par le prix des matières premières, mais aussi les pénuries de main-d'œuvre. Bah oui, évidemment. Si l'économie reprend après une crise, que les entreprises veulent produire et embaucher et qu'elles ne trouvent pas d'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, des services à la personne, de la santé, eh ben, la reprise, elle est un petit peu freinée. Alors ça embête le Figaro. Voilà. Le président du MEDEF, merci et Foxot, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, considère ce problème comme le plus grand danger de l'économie française. Le gouverneur de la Banque de France juge que ces difficultés pour recruter du personnel représentent la principale menace, j'essaie de prendre des accents un peu inquiets, sur la reprise. Voilà. Et alors, analyse de Gaëtan de Capelle, oui c'est bien lui qui signe l'édito ce matin. La France présente une particularité, nous dit Gaëtan de Capelle. Contrairement à nombre de ses voisins, déjà plus ou moins proche du plein emploi, elle est rongée par un chômage de masse structurel. Cette singularité impose de parler enfin des sujets qui fâchent. Ah, enfin. On va pouvoir parler des sujets qui fâchent. Voilà. Voyons, qu'est-ce qui fâche. On y va. Vous êtes prêts? Parce que là, on va parler des sujets qui fâchent. Selon le Figaro. À commencer par celui-ci. Si tant d'employeurs ne parviennent pas à recruter, pour des postes ne nécessitant pas une surqualification, parmi nos 6 millions de chômeurs, c'est aussi parce que la générosité de notre système social n'incite pas au travail. Voilà, c'est parce qu'en fait, on est trop généreux. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à embaucher. Emmanuel Macron a beaucoup choqué en se plaignant de dépenser un pognon de dingue pour un si piètre résultat, davantage encore en suggérant à un jeune chômeur, vous vous souvenez de cette phrase, de traverser la rue pour trouver un emploi. Traverse la rue, tu vas trouver un emploi. Sans doute un président ne devrait-il pas dire ça, mais il avait 2 fois raison, estime le Figaro. Dans ce contexte, le durcissement des règles de l'assurance chômage, ça y est, c'est pour le 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises, pour inciter à la reprise du travail ne devrait pas souffrir de discussion. Donc on a les mêmes problèmes, mais selon qu'on lit Libération, l'Humanité ou le Figaro, on n'a pas du tout les mêmes solutions. On a la séparation classique gauche-droite sur ces questions d'emploi et de travail. C'est pour ça que moi j'incite plutôt à lire tous les journaux pour vous faire votre opinion. Si vous lisez tous les jours le Figaro, ça va vous conforter dans vos idées, dans celles du Figaro. Si vous lisez tous les jours l'Huma ou Libération, ça va vous conforter tous les jours dans vos idées. Et c'est pour ça qu'il faut pas lire toujours la même chose et il faut aller voir ailleurs. Vous êtes abonné au Figaro, achetez-vous l'Huma de temps en temps, ça va vous faire râler, mais ça va vous faire du bien à la tête. Et inversement, vous êtes abonné à l'Huma, lisez le Figaro. Lisez, changez vos lectures, allez vous frotter à d'autres idées. Parlons d'économie avec le genre d'article qui fait pas envie, enfin quand on s'intéresse pas à l'économie, les Échos, Pékin redoute un séisme financier majeur, ouais ça va, c'est loin, Pékin, ouais. Mais si, histoire de dingue, vous allez voir. Le giro, alors, c'est une histoire de faillite. Mais alors, tout à l'heure quand j'ai évoqué le chiffre, certains me disaient c'est pas possible, c'est pas ça. Si, il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Evergrande, géant de l'immobilier chinois, qui est au bord de la faillite. Ok, bon, une faillite d'entreprise, ça arrive. Sauf que sa dette, elle est de 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Milliards. Une entreprise. Merci Tess. Je ne vais pas pouvoir lire ton pseudo en entier. Je ne me suis pas fait avoir. Vous l'avez vu ou pas? Je suis trop fier de moi. J'ai pas eu le pseudo, je ne me suis pas fait avoir. Mais merci quand même. Comment c'est possible? Alors d'abord, pourquoi on s'inquiète? Une boîte qui se plante avec 250 milliards de dettes qui ne vont pas être remboursées, c'est une catastrophe parce qu'il peut y avoir, nous expliquent les Échos, un effet de contagion potentiellement dévastateur. Le secteur immobilier pèse un quart du PIB, 10% de l'emploi en Chine. Donc ça, c'est la crainte. Bon, certains disent d'ailleurs que le pouvoir ne laissera pas cette entreprise se cracher totalement parce que ce serait une catastrophe pour l'économie chinoise. Comment on peut en arriver là? Comment une boîte peut faire 250 milliards d'euros de dettes? Prenons
Le supplément entreprise et marché des Échos, bon là aussi vous allez me dire, franchement je ne vais pas lire ça tous les jours, mais si, c'est des histoires de dingue, les histoires que racontent les Échos. Qui est Evergrande, ce mastodonte de l'immobilier surendetté? C'est avec cet article qu'on comprend tout, comment c'est possible. Alors le groupe a multiplié les acquisitions ces dernières années, devenant ce qu'on appelle un rhinocéros gris, j'ai appris une nouvelle expression, l'un de ces conglomérats tentaculaires et surendettés qui inquiètent Pékin. Alors, l'histoire de cette entreprise. Le président fondateur d'Evergrande, Hui Ka-Yan, a fondé son empire en 1996 dans la ville méridionale de Guangzhou. Des opérations financées au moyen de lourds emprunts, l'achat tous azimuts de terrains qui lui ont permis de devenir le deuxième promoteur immobilier de Chine. En 1996, deuxième promoteur immobilier de Chine aujourd'hui, il allait super vite. Donc il a emprunté pour acheter notamment des terrains. Bon, tout ça, c'est un développement qui s'est financé par l'emprunt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Touché par un ralentissement des ventes ces dernières années, Evergrande a multiplié... Hop, un petit réglage technique, bougez pas. Tac, 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 tac. Hop, je vous monte un petit peu le son pour certains. Voilà, parce que je vous aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu un ralentissement des ventes ces dernières années, et l'entreprise a multiplié les acquisitions dans d'autres secteurs que l'immobilier, dans le tourisme, le numérique, les assurances, la santé. Il a acheté un club de foot, un parc de loisirs, des parcs de loisirs, une eau minérale, voilà. Et puis, voilà, endettement majeur. Jusque-là, ça s'est bien passé. Et puis, Pékin a intensifié il n'y a pas longtemps, fin 2020, la pression réglementaire sur les promoteurs immobiliers. En gros, arrêtez de faire n'importe quoi. Et ces nouvelles règles ont laissé Evergrande incapable d'emprunter des capitaux supplémentaires et de financer son développement et sans doute le remboursement de sa dette par des nouveaux emprunts. Boum! Voilà comment on est arrivé ici. Et on me dit merci pour le son. Ok, ça semble un petit peu mieux. Histoire dingue quand même. Voilà. On suivra ce petit feuilleton. Je garde le Figaro Écho. Je reviens au Figaro, je prends le Figaro Écho, mais pour parler de politique, puisque je vois un article sur Éric Zemmour. On devrait faire une alerte Zemmour. J'ai l'impression qu'on va avoir tellement d'articles sur Éric Zemmour dans les prochains mois qu'on devrait avoir. On devrait créer une. Je vais trouver un. Vous savez quoi? Je vais trouver un jingle. Mais c'est vrai ce que je veux dire. Je vais trouver un jingle, une alerte pour Zemmour. Tu vois ce que j'ai là, ça va pas. J'ai ça. Ouais, quoique. Ça, non. Ça, non. Non, ça, non. Wonder. Non, non, ça va pas, ça. Non, 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 on peut pas mettre ça. Oui, on est d'accord. Sound. Qu'est-ce que j'ai? Sound, encore. J'ai... Ouais, c'est pas faux. Non, ça va pas, ça. J'ai... Attention les oreilles. Ah! Plus ça, déjà. Voilà. Ouais, donc vous voyez, il faut que je trouve une alerte Zemmour. Hein, là, la grosse alarme, ça vous a plu. Hein, ou alors ça. Ouais, c'est pas faux. Non, pas ça. Là, voilà. Alors ça. Où ça? Ça pourrait être ça pourrait être le jingle ou pas? Je vais bosser là-dessus. Hein? Ça pourrait être ça. Non? Bon, Zemmour donc, qu'est-ce qui se passe? Le temps de parole d'Éric Zemmour va être décompté par le CSA, c'est pour ça que ça râle. Hop, mes journaux là, voilà. Hop, c'est dans le Figaro Écho, c'est à lire page 28. Donc le CSA a estimé que Éric Zemmour, qui est chroniqueur sur CNews si vous ne le savez pas, et sur Paris Première, ses interventions seront désormais décomptées comme un politique dans le chapitre divers droite. Voilà. Les sages donc, du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ont considéré qu'au regard des récents développements, M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, je cite le communiqué, tant par ses prises de position et ses actions que par les commentaires auxquels elle donne lieu, comme un acteur du débat politique national. Bon, c'est clair, il y a un article du Monde sur cette question, on va aller le voir, alors, hop, ça n'a plus besoin, tchouk. Je vais vous trouver l'article du Monde qui va un petit peu plus loin en fait.
là-dessus. Pam, 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 je pense que c'est dans le Monde. Je vous l'ai mis de côté. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas dans le Monde. Alors, où est-ce que je voulais... Ah bah. Vous bougez pas, je vais à droite. Merci. Truite saumonée, ça c'est un joli pseudo. Bougez pas, je vais vous chercher l'article. Bougez pas, hein. Je l'ai trouvé. Ok, c'est dans les Échos en fait. Que dit... Je pense que cet article va un tout petit peu plus loin sur cette histoire de... Ah ouais, c'est un... Ah bah je connais Cécile Cornudet. C'est un article de Cécile Cornudet dans les Échos. Qui va un petit peu au-delà en fait. Qui parle de la peur qu'inspire la candidature de Zemmour, mais pas forcément là où on le pense. Et si la candidature de Zemmour empêchait Marine Le Pen d'accéder au second tour de la présidentielle? Elle inquiète aussi à LR, les Républicains, au RN, donc, hein, et chez les macronistes. Donc ça inquiète Marine Le Pen, bon ça on comprend bien pourquoi, puisque Zemmour pourrait chasser un petit peu sur ses terres électorales, mais aussi chez Macron. Ok. Lisons. La perspective de sa candidature crée de l'électricité. Ça pourrait être le jingle, ça. Merci Martius. Ça pourrait être ça. Il fait peur. Il fait peur à la droite traditionnelle, trop faible ou trop divisée pour intégrer sans frémir ce nouvel aléa, même s'il est plus à droite que Marine Le Pen. Ah ouais, quand même. Il parle à une partie des électeurs conservateurs qui ne voteraient pas RN, mais croient voir en lui un défenseur de la France d'avant. Bon, pour certains, il fait plus présentable, je sais pas. Il plaît au moins autant à des électeurs RN en quête de radicalité. Certains trouvent Marine Le Pen trop molle maintenant, trop à gauche. Marine Le Pen est trop à gauche, selon certains électeurs RN. Son discours décomplexé sur la colonisation islamique a d'ailleurs conduit Jordan Bardella, numéro 2 du RN, le jeune homme là, qui va devenir d'ailleurs président du parti dans pas longtemps, puisque Marine Le Pen a prévu de lui laisser la place à partir du moment où elle va débuter sa campagne. Jordan Bardella, et donc a conduit Jordan Bardella à faire sienne la théorie du grand remplacement que jusqu'à-là il avait récusé. Zemmour, particulièrement sévère avec Marine Le Pen dans son livre, lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit élue présidente. Peut-il l'empêcher d'accéder au second tour de la présidentielle? Donc dans les rangs du RN, ça flippe, mais ça n'est pas tout. Ça fait peur aussi à une partie de la Macronie. Le président, Macron, est inquiet parce que le débat va être hystérisé et parce qu'il sait qu'il peut être battu, merci Blasius, s'il n'affronte pas Marine Le Pen. Et oui, et ça, c'est pas le premier éditorialiste politique à souligner qu'il y a un truc... Il y a un truc qui est un peu pourri dans le jeu politique actuel, c'est que beaucoup de candidats de gauche et de droite se disent si j'arrive au second tour face à Marine Le Pen, j'ai gagné. Au nom du front républicain, voilà, je vais récupérer des voix qui ne se porteraient pas sur moi en temps normal, mais qui, pour faire barrage à Marine Le Pen, vont se porter sur moi et je vais donc gagner. Donc, Marine Le Pen, qui est une espèce de condition permettant l'élection d'un candidat qui ne peut pas se reposer que sur ses propres voix. Voilà. Le président Macron, selon certains, compte sur ce second tour-là. Si Éric Zemmour empêche Marine Le Pen d'arriver, est-ce que ça peut empêcher le président Macron d'être réélu? Voilà, c'est l'analyse qui est faite ici. C'est l'inquiétude de certains de la majorité. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Est-ce que j'ai rien oublié? J'ai Le Monde à vous lire. J'ai plein de choses encore. On va jamais finir. On n'a plus qu'une demi-heure. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On est ensemble jusqu'à un petit peu avant midi. Je dis un petit peu avant parce qu'après je déjeune avec l'ami Joe, que certains voient souvent ici passer avec son appareil photo. Joe Coco. À rejouer. Qu'est-ce qu'il y a à rejouer? Le match Nice-Marseille, pour ceux qui ont suivi le feuilleton, qui suivent un petit peu la Ligue 1, peut-être supporters de l'OGC Nice ou de l'OM dans le chat. Le match sera à rejouer, il y a eu des incidents, les supporters de Niçois ont balancé des trucs, certains sur la pelouse, sur les joueurs marseillais, sur Dimitri Payet, et pas Manu Payet, comme j'ai bourdé tout à l'heure, là. Ceux qui n'étaient pas là, j'ai quand même bien bourdé. Manu Payet, voilà, Dimitri bien sûr. Et ça s'est mal fini, le match s'est même pas terminé, il a été interrompu, et donc les autorités du foot français, la commission de discipline a dit ok, si c'est comme ça, à rejouer, alors que Nice menait 1-0, donc c'est chaud pour Nice. C'est pas tout, les Niçois récoltent 2 points de pénalité, dont un avec sursis, donc là on peut dire que les Niçois sont quand même les grands perdants de cette histoire, voilà.
Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai La Croix à vous lire dans le détail, j'ai Le Monde à vous lire dans le détail, et j'ai un truc de musique classique merveilleux à partager avec vous ce matin. Je suis nul en musique classique, mais c'est une histoire qui m'a touché. Prenons La Croix. Alors, La Croix, il y avait l'histoire de l'inflation, mais ça n'est pas tout. J'ai un adorable petit billet d'humeur d'Alain Raymond qui écrit des choses sur l'actu assez sympas au quotidien dans La Croix. Alors parfois c'est vraiment réussi, parfois c'est moins. Un billet c'est comme ça. Un jour c'est voilà, un jour c'est vraiment très drôle, parfois ça me fait moins rire. J'aime bien celui-là. La Croix. Journal full chrétien, me demande Lord Sheldon 06. C'est un journal chrétien. C'est un journal proche des chrétiens, proche des catholiques, mais qui s'intéresse à toute l'actualité, et pas forcément qu'avec le prisme de la religion. Sur les questions de religion, il y a ce prisme-là, de catholique, je dirais, chrétien. Sur les questions d'actualité, pas forcément. Bon, c'est un journal de qualité que j'aime beaucoup lire. Alain Raymond sur les sondages. C'est parti? Vous êtes prêts? J'adore. T'as pas la bannière? La croix à la bannière. Excellent. Mais qui parle beaucoup de social. Takuna, excellente remarque, c'est vrai. Quelque chose me dit Alain Raymond, pas moi, quelque chose me dit que plus on approchera de l'élection présidentielle, plus il y aura de sondages. Les basiques d'abord. Qui, à votre avis, sera présent au second tour? Subséquemment, qui, à votre avis, l'emportera au deuxième tour? La routine. Et puis les plus compliqués, les plus sophistiqués. Si Duchemol remporte les primaires écologistes et Schmoldu les primaires de la droite, tandis que Bidule et Trucmuche maintiennent leur candidature à droite et à l'extrême droite, Machin à la gauche de la gauche, Dupont à la droite de la gauche, Durand à la gauche de la droite, Pondu à la gauche de la gauche et rendu à l'extrême droite de la droite, je kiffe, sans oublier l'arrivée surprise d'un candidat hors système plutôt à droite et néanmoins de gauche, qui à votre avis est susceptible de faire partie des 4 candidats les mieux placés et accessoirement, qui parmi eux est susceptible de se désister pour qui? C'est pas le kiff, ça? Je n'oublie pas, bien entendu, les sondages thématiques. Nous sommons de prendre position sur les grandes questions du moment sur une échelle de 1 à 10, comme quoi seul celui qui sera en mesure d'y répondre aura une chance d'être élu. Et justement, à votre avis, qui est le mieux à même de répondre ceci et cela, sans oublier cela et ceci, par ordre de préférence et d'importance? Au soir du deuxième tour, conclut Alain Raymond, qui m'a bien fait rire ce matin, au soir du deuxième tour, on s'apercevra que tous ces sondages n'ont servi à rien. Mais ça nous aura bien occupé. Yes ou pas? Voilà. Merci Alain Raymond. C'est bon, non? Voilà, Alain Raymond, c'est souvent assez sympa dans La Croix. Et je garde La Croix, les amis, quand je vous disais que c'était un bon journal, pour vous parler de ce qui se passe au Brésil. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? Vous savez ce qui se passe au Brésil? C'est chaud. C'est en une de La Croix. C'est un journal qui suit plutôt davantage l'actualité internationale que les autres quotidiens. La Croix. Je parle de moyenne, bien sûr. Bolsonaro à la dérive. Le président brésilien mobilise la rue contre les institutions. Et c'est le chef de l'État. Il mobilise ses partisans contre les institutions. C'est chaud. Bolsonaro, donc le président brésilien, se demande, Jérôme Chapuis, il faut que je le rappelle, Jérôme Chapuis m'a envoyé un message. Peut-il réussir là où Trump a échoué? La mobilisation spectaculaire des partisans du président brésilien mardi, à l'occasion de la fête nationale, n'est pas sans rappeler l'invasion du Capitole à Washington. Vous vous rappelez, le Trump brésilien, écrit Aaron Deal 2016. Mais oui, mais pas sans rappeler l'invasion du Capitole. Cette fois, pas de coup de force contre les institutions, du moins pas encore. À un an de la présidentielle en difficulté dans les sondages, l'ancien militaire nostalgique de la dictature s'enferre dans un jusqu'au-boutisme qui peut mener au pire. Soutenu par de nombreux réservistes de l'armée et de la police, il n'exclut pas un recours à la force. Bon, en gros, résumons. Les sondages sont en chute libre pour Bolsonaro, qui est hyper impopulaire, qui est maintenant rejeté par une large majorité de la population. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Et en fait, ce monsieur manifestement a pris goût au pouvoir et il a envie de le garder. Et donc, il est en train de se demander s'il perdait par exemple la prochaine présidentielle, c'est dans un an, eh bien, s'il n'y a pas une autre voie empruntée. Je ne sais pas moi, la voie du coup de force, la voie du coup d'État, la voie, etc. Soutenu par de nombreux réservistes de l'armée et de la police, il n'exclut pas un recours à la force, celui que ses partenaires surnomment le mythe. Le mythe.
fait planer la menace d'une intervention militaire destinée à juguler un coup d'État imaginaire. De l'avis de nombreux experts, cette journée du 7 septembre pourrait bien marquer le début d'un processus insurrectionnel. Le Brésil traverse sans nul doute l'une des pires histoires de son histoire récente. Et je vais chercher Le Monde, qui dans sa dernière édition parle aussi de ça. Toc. Je vous mets la page 4 de la dernière édition du Monde. Elle est là. Donc au Brésil, Jair Bolsonaro menace la démocratie. Ok. Et le reportage de l'envoyé spécial Bruno Meyerfield à Sao Paulo est vraiment intéressant. Donc reportage sur les militants, là, les soutiens de Bolsonaro qui se sont réunis. On le disait acculé, chancelant, au bord du gouffre même, affaibli par une impopularité record, des enquêtes judiciaires multiples, des crises à répétition, mais on a peut-être enterré un peu tôt Jair Bolsonaro, qui est parvenu mardi donc à mobiliser en masse ses partisans dans les rues du Brésil, à l'occasion de l'indépendance nationale, ici dans les rues de Sao Paulo. Sur la photo, c'est ça, je vérifie. Sur les ballons, les t-shirts, les masques anti-Covid, Jair Bolsonaro, héros du jour, a été représenté, arme à la main, en brave soldat, à cheval, tel un cow-boy, en Hulk, et autres personnages de Marvel, ou encore en saint, entouré de Jésus et de Lion de Judas. Ok, tout est normal. Tout est parfaitement orchestré. Écrit le journaliste, voilà des semaines que la mobilisation se prépare à organiser au plus haut sommet de l'État. Ces derniers jours, des dizaines de bus sont convergés vers Sao Paulo. Mot d'ordre, à bas la justice, accusé d'entraver l'action du président. Quand on commence à dire à bas la justice dans un pays, ça sent pas très bon. Hein. Alors pourquoi le tribunal suprême fédéral, qui est la plus haute institution judiciaire du pays, est ainsi dénoncé? Parce qu'elle est, bien sûr, elle est infiltrée par les communistes, disent ses partisans. Ils veulent qu'on devienne comme le Venezuela, Cuba ou la Corée du Nord, des pays détruits. Hein. C'est un pompier à la retraite de 54 ans qui explique ça aux journalistes. Cible de la vindicte populaire, Alexandre de Moraes, qui est l'un des juges justement de cette institution, qui apparaît grimé en vampire, ou encore en taliban. Ah oui, tant qu'à faire. Son impardonnable péché, avoir ordonné en août l'ouverture d'une enquête à l'encontre de M. Bolsonaro pour diffusion de fausses informations. Il est habitué, le président. Le président qui arrive donc à Sao Paulo, en hélicoptère, aux alentours de 16h, tel un messie descendu du ciel. Depuis des semaines, il n'a pas ménagé ses menaces dans une escalade sans précédent, allant jusqu'à faire défiler des blindés à Brasilia, ou partager sur WhatsApp le 14 août un message prédisant la venue d'un très probable et nécessaire contre-coup d'État. Préparation des esprits là. On ne saurait faire plus explicite. Mais, face à ses fidèles, mardi, le président a retenu ses coups. Alexandre de Moraes est certes qualifié de canaille, le scrutin démocratique de 2022 de farce. Seul Dieu me fera sortir du pouvoir. Jamais je ne serai fait prisonnier, hurle le président. Mais, aucun appel à l'insurrection n'a été lancé. Bon, voilà où on en est. Il repart, les manifestants rentrent à la maison, le grand square n'a pas eu lieu, la prise du Capitole Made in Brésil attendra. Alors, s'agit-il, se demande Le Monde, d'un baroud d'honneur pour un bolsonarisme en fin de course, une répétition générale, histoire de compter ses troupes pour le jour venu? En tout cas, la présidentielle est dans un an. Excellent article du Monde qui nous fait bien comprendre ce qui se passe au Brésil. Il me reste un petit peu de temps. Ça veut dire que je peux vous lire ce petit édito sympa du Monde sur Belmondo. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans l'actu là, à 16h30. Hommage national, c'est très rare pour une personnalité civile, hommage national à Jean-Paul Belmondo sur l'esplanade des Invalides en présence du président Macron. Ce sera à suivre à partir de 16h, édition spéciale chez mes amis de France Info. Et c'était hier, on a lu énormément d'articles sur Belmondo, c'était plutôt avant-hier d'ailleurs, parce que ça fait la une de tous les journaux. Et je vous ai trouvé un dernier article parce qu'il est très bien écrit. C'est celui-ci, hop, et qui explique un peu pourquoi il y a cette ferveur nationale. Pourquoi il y a un hommage national déjà. Ce que je vous disais, c'est très rare pour les personnalités civiles.
L'hommage national qui sera rendu à Jean-Paul Belmondo le 9 septembre aux Invalides, c'est aujourd'hui, est à la hauteur de l'émotion que sa mort a suscitée. Cette unanimité raconte d'abord une popularité hors du commun. Elle dit une époque révolue où une star de cinéma accompagne la vie des spectateurs. Leur tend un miroir, rythme leur vie, c'est moins vrai aujourd'hui. Une star qui, sur son seul nom, domine pendant 20 ans le box-office français. Entre 64 et 85, ces films ont dépassé systématiquement le million d'entrées. Je bouge mes écouteurs, faites pas attention. Je crois qu'ils ne correspondent pas à mes oreilles. Voilà. Article sur Belmondo, on continue, dans Le Monde. L'actrice Lynn Renault a bien cerné le ressort de sa popularité. Bébel était le héros extraordinaire de la France ordinaire. Le héros extraordinaire de la France ordinaire. Son visage d'abord. Lorsque Belmondo explose à l'écran en 60 dans À bout de souffle de Godard, la France découvre un physique différent. Nez cassé, bouche épaisse, contredisant les canons de beauté en vigueur. Une star se doit de ressembler à l'époque à Jean Marais, Gérard Philippe, voilà, visage. Un tel visage lui interdit tout avenir, disait-on. Et pourtant, Belmondo inaugure une autre histoire du cinéma en France, suivie quelques années plus tard par les stars du nouvel Hollywood au physique tout autant atypique, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro. Et puis, il y a chez Godard la manière d'être de Belmondo, sa façon de fumer torse nu au lit, de faire l'amour sous les draps, ou d'injurier le spectateur. Allez vous faire foutre, je ne sais pas si vous vous rappelez cette tirade. La star qui tourne comme s'il s'agit chaque fois de son dernier film est alors emblématique d'une jeunesse piégée dans l'interminable guerre d'Algérie qui entend se débarrasser du fardeau des guerres coloniales. Son corps deviendra plus tard la clé de voûte d'un système, Belmondo, manifestant un grand talent d'athlète pour devenir le parfait héros d'action au cinéma. Son aisance, ses talents de cascadeur séduiront une partie des Français qui bénéficient de la croissance et croient au bonheur perpétuel. Autre époque. Car la France, jusqu'à la fin de sa carrière, Belmondo la rassure. Voilà peut-être la clé de la popularité de Jean-Paul Belmondo, selon Le Monde en tout cas, car la France, jusqu'à la fin de sa carrière, Belmondo la rassure. Il affiche un caractère résolument optimiste dans un pays réputé bougon. Ah bon, on est bougon, nous, les Français ? Il se montre accessible hors caméra, adressant sans cesse un sourire désarmant aux anonymes qui osent l'approcher. Cette proximité avec le public, inhabituel à l'époque, impensable aujourd'hui, s'étire bien après le retrait de l'acteur. En témoignent les impressionnants scores d'audience de ces films quand ils sont rediffusés jusqu'à plus soif à la télévision. Rien d'étonnant, on le sait depuis la fin d'À bout de souffle, la chute de ce papier est belle, que cet acteur qui sait si bien mourir est immortel. Et hein, il n'est pas beau ce papier sur Belmondo. On est d'accord, c'est cool, non ? Voilà. Bon, il nous reste à lire... Quoi ? Ah oui, 2-3 papiers dans la croix. À écouter quelques notes de musique classique. C'est un peu le climax de la matinée Étienne aujourd'hui. Parce que j'ai une jolie histoire d'un jeune Canadien de 13 ans, une espèce de virtuose incroyable. Et j'ai une belle image à vous montrer. Et puis ce sera bon, j'irai déjeuner. Mais là-bas, on se fait une petite pause café. Vous dites quoi ? Alors, petite pause café. Le thermos est là. Je veux voir des émotes de café, de tasses, de mugs, de thermos. Et puis, hydratez-vous aussi. Le café, c'est la vie. Ça fait tellement de bien. Oh, et merci pour toutes ces tasses. C'est cool, j'ai l'impression de boire un petit café avec vous. Je vois de la chopine aussi, puis je vois des petits jaunes. Des petits verres d'apéritif jaunes là. Quelle heure il est ? 11h40, les gars. Waouh. Je vois plein de boissons diverses et variées. Allez, c'est parti. Allons feuilleter la croix. Où es-tu, petit, la croix que j'ai ? Où es-tu ? Il est... Non, ça c'est le Figaro. Bougez pas, je pars par là. Merci, Moumarde. La croix. Petit. Vous bougez pas. Petit. Ça c'est quoi ? C'est la croix ça ? La croix, je l'ai trouvée. Non, ça je l'ai lu ça. Ah bah c'est tout. Mais dans le monde j'avais autre chose. Bougez pas. Bah non, c'est lui aussi.
Mais je lis à la vitesse de l'éclair. Eh ben, il ne nous reste plus qu'une chose. Alors, il ne nous reste plus qu'une très jolie chose. C'est un peu mon petit plaisir dans la presse de ce matin parce que j'ai découvert un super truc. Bougez pas. Alors, ça, oui, ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Bah non, c'est bon. Donc c'est le plaisir. Bah, on y est. C'est bonheur, c'est plaisir, c'est maintenant. C'était une surprise. Alors moi, je suis pas un grand connaisseur et amateur de musique classique, mais je lis le Figaro et vous ce matin. Alors Figaro et vous, c'est le supplément culture et air du temps du Figaro. Et c'est bien fait. Là, ce matin, on parle de parfum, on parle beaucoup de cinéma, on parle de, je sais pas, de tendance, on parle beaucoup d'art dans le Figaro et vous. Voilà, on parle aussi de l'actualité de la télé, mais c'est bien foutu. Je connais pas les journalistes qui bossent là-bas, mais c'est vraiment bien foutu. Et là, je vois un super article sur ce jeune garçon. Regardez, il s'appelle Christian Lee. Il a 13 ans. Voilà, il sort son premier album. Il a 13 ans. C'est un jeune violoniste. Et alors c'est le titre qui m'a donné envie de le lire. L'apprenti sorcier du violon. Je me dis, waouh, ça doit être un génie. C'est un génie. Le plus jeune lauréat du concours Menuhin, le violoniste australien, signe à 13 ans un premier album prometteur. Moi, à 13 ans, j'avais des boutons plein la gueule. Je faisais du bicross, voilà, avec les copains. Je commençais à penser vaguement aux filles. Je dormais énormément en classe parce que je me levais très très tôt pour aller à l'école. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc je dormais pas mal en classe. Si je faisais des feux d'artifice dans la cour de récréation, parce que j'arrivais tellement tôt l'hiver qu'il faisait nuit, et donc je faisais des feux d'artifice dans la cour de récré. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Mais je faisais ça. Lui, il sort un album. C'est tout. Est-ce qu'on valide la blague de Xuaef, Christian Lee en portefeuille? Lee en portefeuille. Je sais pas. J'ai un doute. 13 ans, quoi. Le GOAT. Allez, on lit. Et après, on va écouter un truc. Enfin, merci, Götting. Plus que le jeune violoniste a remporté la section junior du concours Menuhin en 2018, plus que le jeune artiste, il avait 10 ans à l'époque, plus que le jeune artiste jamais signé par le label Decca en 2020, plus que le plus jeune musicien classique à enregistrer les 4 saisons de Vivaldi. 4 saisons, ça n'est pas qu'une pizza, pour ceux qui se poseraient la question. Derrière l'apparente virtuosité, la vélocité d'une démoniaque précision s'exprime une vraie musicalité, un sens des nuances évident qui semble moins marqué du saut de la démonstration. Hein, on n'est pas avec l'animal de cirque, là, le performeur très jeune, on est au-delà, que celui d'une sensibilité authentique et naturelle. Le Figaro nous dit non, c'est un vrai grand musicien. Voilà. Et il va continuer à grandir et il va continuer à faire des choses extraordinaires. Et du coup, ce que Figaro a vu de lui, a entendu de lui, dit questionne sur cette carrière éphémère que l'on prédit souvent aux enfants stars du classique. Pour se convaincre que Christian Lee a ses chances, donc de ne pas disparaître demain après ce premier album, il suffit de jeter un œil à la vidéo de sa finale lors de ce fameux concours Menuhin de 2018. Il a 10 ans. Je suis allé voir ce concours, qui est un grand concours de musique classique, qui totalise plus d'1,8 million de vues à ce jour. Voilà. Et voici ce qu'écrit le Figaro. Je vais vous montrer l'image dans un instant. Sur la scène du Victoria Hall de Genève, du haut de son crâne dépasse à peine les pupitres des musiciens, mais son archet, lui, virevolte tel un feu follet au-dessus de la mêlée. Surtout les échanges permanents de regards avec les musiciens, les allers et retours incessants entre chaque côté de l'orchestre, l'expressivité étonnamment mature de ce visage aux traits poupons, la sûreté du geste, la flexibilité du jeu, des coups d'archet et l'ancrage au sol pour se donner un maximum de détente, dénotent une attitude étonnamment musicale et naturelle face à l'instrument et à l'orchestre. Voilà. Un grand, il a 10 ans. Moi, je dis, les amis, qu'il faut aller voir ça. Alors, je suis allé voir, et normalement, je voulais caler. On va se faire un petit peu de musique classique. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Vous savez quoi? En direct live, je vous repositionne la fenêtre. Voilà. Tac. Voilà. Vous êtes prêts? C'est Christian Lee. Et arrêtez les blagues là. Poplet, il a dû se retrouver dans le beau drap. Lee. Non mais sérieux quoi? Allez, on s'écoute ça.
Et regardez cet artiste, regardez, il a 10 ans, regardez notamment comment il échange par le regard avec les autres musiciens. Voilà, qui le regardent lui, je pense, avec énormément d'admiration, c'était mon sentiment. Let's go. Let's go. Waouh. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Il a 10 ans. Ouais, il a 10 ans. Il a 10 ans, il a 10 ans, il a 10 ans, il a 10 ans, il a 10 ans. Voilà, il a 10 ans, il a 10 ans, il a 10 ans. Il avait 10 ans, ouais, il a 13 ans aujourd'hui, il avait 10 ans quand il a donné ce concert pour ce concours. Waouh. Bon, bah moi, c'est. Voilà. Et c'est ça le bonheur de la presse écrite. Bah, je connaissais pas ce jeune artiste. C'est cet article du Figaro sur son premier album, qui sort à 13 ans, qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et je suis tombé sur voilà, cet extrait. Voilà. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que, vous savez, parfois, on voit un enfant si jeune avec ce talent, cette virtuosité, on se dit, oh là là, mais quelle vie il a eu derrière, quelle pression éventuellement il a pu avoir de ses parents ou de professeurs. Mais ce que nous dit le Figaro aussi, c'est que on est au-delà de... On est très au-delà d'un petit singe savant, on est avec un grand artiste qui a de la sensibilité. Je ne sais pas si vous avez vu la façon dont il communique avec les autres musiciens par le regard. Voilà. Puis j'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup de plaisir, donc je me suis dit que ça pouvait être un moment sympa à partager. Les amis, on touche presque à la fin. Pour terminer, puisqu'on est dans la musique, un dernier point sur le son, puisque j'essaye chaque jour de remettre l'ouvrage sur la table et d'avoir les meilleures conditions de stream possibles. On a fait des réglages de son ensemble. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, là, 11h49 en direct live sur Twitch, est-ce qu'on a un bon son? C'est-à-dire que, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça pop moins depuis que j'ai le filtre? Est-ce qu'en termes de niveau, c'est bien? Il y a un peu de souffle? Il y a un bruit de fond? Ça, c'est mon ordi qui chauffe. C'est un peu faible. Ok, je peux vous booster ça. On peut trouver l'album. Bon, vous tapez Christian Lee, vous allez trouver ça. Un peu faible, ok. Voix qui pourrait être un peu plus forte. Ok, je vais m'occuper de ça. Ok. Et au niveau des pop, ça percute moins avec le filtre là. Avec le filtre, est-ce que c'était mieux? Ok, ça pop plus. Merci. Oups, c'est pas moi. J'adore ce pseudo. Oups, c'est pas moi. Ça pop plus. Juste bruit de fond sont parfaits. Ok, le bruit de fond, c'est l'ordi. Ok, c'est normal. Eh bien, merci.
Donc je vais régler ça. Je vous dis merci. Je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je dis merci à Elton Toon. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui, depuis mon retour sur Twitch, me soutiennent, s'abonnent, me sub. Évidemment, ça n'est pas obligatoire le sub, vous le savez, mais c'est une façon de soutenir votre streamer préféré ou un de vos préférés et de faire que ça devienne une activité à part entière pour moi et jusqu'en juin, c'est-à-dire une saison complète. À ce propos, on a été ensemble lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais essayer de faire 4 streams minimum par semaine. Je pense qu'exceptionnellement, c'est la première semaine, je vais en faire un demain, vendredi. Voilà, depuis la maison toujours. Je n'irai pas à France Info parce que je ne suis pas en matinale le vendredi, mais je mettrai mon réveil assez tôt pour lire la presse pour vous. Et puis, dimanche matin aussi, je ne dis pas trop parce que Hélène va encore me dire, Hélène c'est ma femme, elle dit « Oh non, dimanche, je t'avais dit que tu streamerais plus le week-end. » Allez, c'est la première semaine. Dimanche, je pense à ceux qui peuvent pas m'écouter en semaine parce que ils font d'autres choses. Dimanche matin, je ferai un stream sur l'actu parce qu'on a des chouettes journaux le dimanche aussi, Journal du dimanche, Parisien dimanche, La Presse en région, etc. etc. Merci encore. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que je dis quand je stream. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne et activer surtout les notifications. Comme ça, vous êtes prévenus. Merci Shadow Ib. Quand je stream, paf, la petite notif qui va bien sur l'ordi, sur la tablette, sur le téléphone. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Ça me fera très plaisir. Merci Deobit. Voilà, c'est tout les amis. Tiens, mais oui, vous avez raison à faire un petit raid aujourd'hui. C'est une habitude que j'ai pris. Merci, vas-y là. Je raid en fin de stream. Alors je le faisais systématiquement l'an dernier pour la première saison. Je le fais moins systématiquement maintenant parce que j'ai l'impression que certains sont un peu habitués. Donc on va faire un petit raid. J'ai l'impression que l'image est gelée là au niveau du... Moi ça bouge chez moi. Je sais pas si l'image n'est pas gelée chez vous. Donc on va faire un petit raid aujourd'hui puisqu'on a un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas là tout de suite à me proposer, je le vois déjà dans le chat, des propositions de raid. Voilà, j'espère que l'image n'est pas gelée chez vous, parce que chez moi elle est un peu... Et je vous envoie un peu de musique. En général, je mets 2-3 minutes à trouver la personne. Et vous êtes plus de 5000, 5500 là. Et on va faire un raid ensemble pour soutenir un streamer, une streameuse. Merci pour tout, prenez bien soin de vous. Un petit peu de zik. Là, je vous mets la pause, là, tac. Et puis on va faire un petit raid. C'est toujours des moments sympas. Merci encore. Bonne journée, bonne fin de semaine. À demain matin. Ciao, ciao.